Bonsoir. Alors, je ne suis pas Paul Delduc. Je ne suis pas non plus Marie-Christine Labourdette. Je suis Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel dans cette belle maison. Et il me revient l'honneur de vous accueillir au nom de la présidente de la Cité de l'Architecture. Marie-Christine Labourdette comptait bien être parmi nous aujourd'hui, et en particulier rencontrer les équipes de recherche, après avoir participé au jury qui a examiné les dossiers. Mais voilà, les circonstances l'ont voulu autrement. Je serai donc son porte-parole pour vous souhaiter la bienvenue et exprimer l'engagement de la Cité. Donc il est très important pour la Cité, chère Hélène, d'être partenaire du programme POPSU Territoire, et cela d'abord en raison de nos liens avec le PUCA, le plan construction même, je pourrais dire, pour rappeler l'étendue de ces liens. La Cité est un partenaire historique, fondateur du concours européen. Elle s'est engagée comme partenaire du GIP EPAU dès sa création en 2004 par nos deux ministères à l'époque. Elle sera à nouveau partenaire très bientôt d'un GIP EPAU refondé. Mais c'est bien sûr pour ces objectifs mêmes que nous sommes engagés dans cette action recherche sur les territoires. Ayant participé depuis 2016 à d'autres volets du programme POPSU, en particulier POPSU Métropole, nous sommes heureux d'opérer avec vous cet infléchissement de l'action publique en direction des territoires qui ont pu se sentir oubliés aussi de la recherche, alors qu'ils sont en même temps des lieux en souffrance, en demande, et des lieux d'innovation. De ce point de vue, observer et soutenir l'innovation processuelle, les augures sont bons pour ce programme, de notre point de vue. Il est de très bon augure d'abord que l'action recherche POPSU Territoire soit marquée au sceau de l'interdisciplinarité. Alors vous le savez, la Cité de l'Architecture qui vous accueille, et du patrimoine, pardon, est la maison des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des élus, des maîtres d'ouvrage, des chercheurs. Nous les accueillons tous les jours, nous les écoutons beaucoup, et nous voyons bien que pour tous, la foi dans la ville fonctionnaliste, voire même dans ce pays, dans un certain fonctionnalisme d'État, avec sa verticalité des pouvoirs et des savoirs, n'a plus beaucoup de raison d'être. Face à cette transition d'importance, la Cité veut être le lieu de la réouverture du dialogue entre les disciplines, entre les professions de l'espace habité et les sciences. Sciences humaines, sciences écologiques, sciences politiques, sciences régionales. La Cité de l'Architecture du patrimoine a aussi la mission, dans cette même perspective, d'être le lieu de l'échange entre les politiques publiques et le lieu du dialogue avec les collectivités. Nous avons donc décidé de soutenir ce programme POPSU parce qu'il engage, et c'est l'autre bon augure, plusieurs ministères, des collectivités, et qu'il va engager aussi sur le terrain le dialogue entre des chercheurs et des élus qui ont beaucoup à dire. Je conclurai ce mot d'accueil en citant Andrew Freer, directeur du Rural Studio à l'université de Auburn, Alabama. Le Rural Studio est une instance de recherche, action, construction qui a posé les bases il y a 30 ans du participatory process et de ce que j'appellerais non pas le développement durable, mais le redéveloppement durable. Territorial et communautaire. Communautaire au sens anglo-saxon, bien sûr. Je l'ai interrogé il y a 10 ans pour essayer de comprendre comment le Rural Studio avait pu déployer une telle capacité d'innovation au fond d'une Amérique rurale et déshéritée. Il a répondu d'une formule concise, comme tous les gens d'expérience. Horse is a simple sustainability born of necessity. Pour nous, le développement durable, c'est tout simplement le fruit de la nécessité. Bienvenue à tous. Merci Marie-Hélène. À mon tour de remercier chaleureusement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour son accueil aujourd'hui et son soutien indéfectible au programme POPSU et notamment au programme POPSU Territoire, dont je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement à travers de ce séminaire. On a une histoire longue déjà de ce programme qui a eu une gestation assez lente, mais un soutien tenace, notamment de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère de la Cohésion des Territoires qui, depuis, je pense, près de 2 ans, nous tannait au PUCA pour qu'on arrive à sortir un programme de recherche qui accompagne les petites villes. Et donc, c'est aujourd'hui une grande fierté de pouvoir le lancer grâce aux projets qui nous ont été présentés. On a eu, lors de cette consultation, 36 propositions de recherche adossées à des partenariats avec des petites villes de moins de 20 000 habitants, qui elles-mêmes se sont exprimées dans chacun de ces dossiers avec enthousiasme. C'était une très belle surprise pour nous de voir que
effectivement des élus locaux dans des territoires parfois très excentrés, pas toujours d'ailleurs dans des aires métropolitaines, parfois non, parfois oui, sont prêts à se lancer dans l'aventure de démarches de recherche comme celle-là. C'était pour nous une démarche assez exploratoire. Comme je disais, on a longtemps réfléchi au PUCA avec la direction de l'urbanisme, avec le commissariat général à l'égalité des territoires qui nous accompagne, à la manière dont on pourrait monter une telle opération dans le format POPSU au sens du partenariat avec les collectivités, mais dans des contextes évidemment très très différents de ces territoires, ruraux ou en tout cas petites villes, isolées ou non. Et c'est grâce à l'intelligence et à la créativité du président du conseil stratégique de POPSU, Jean-Marc Hoffner, ici présent, qu'on a décliné cette idée en étude de cas. Et donc dans ce programme dont on va annoncer bientôt les lauréats, grâce au soutien de Paul Delduc, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, qui les annoncera tout à l'heure. Et donc Jean-Marc nous a suggéré cette idée des études de cas, qui est finalement un modèle de décryptage d'une situation, qu'elle soit territoriale, économique, sociale, environnementale, qui convenait bien à ces territoires où l'ingénierie n'est pas forcément très, très présente, mais par contre, la créativité locale, l'envie de faire, les dynamiques peuvent exister sous différentes formes et où les sociétés locales sont aussi souvent très, très actives. Et c'est ce qu'on va découvrir en travaillant avec les 6 équipes lauréates, c'est vraiment cette capacité qu'ont des territoires qui, a priori, sont moins sous les projecteurs, sont moins dotés financièrement ou en ingénierie, cette capacité à proposer quand même des solutions, et les chercheurs qui vont travailler sur ces programmes nous aideront à les décrypter, à en analyser les effets et à vérifier, ou en tout cas regarder si ces effets portent leurs fruits et si effectivement ces 6 petites villes, puisque le programme pour le moment portera sur ces 6 premières petites villes, sont en capacité de se réinventer à partir de dynamiques territoriales qui leur sont propres et spécifiques. Des plateformes territoriales, donc, dans ces 6 petites villes lauréates, avec les équipes de recherche qui ont été retenues à leur côté. De la même manière que le programme POPSU traditionnel ou historique crée des plateformes territoriales acteurs, chercheurs dans les métropoles aujourd'hui. Et donc, toute la richesse de ce programme exploratoire, ça va être d'arriver à créer cette synergie locale et donc de fabriquer de la matière de recherche à partir de ces échanges locaux. Et donc on avait, avant cette séance de lancement, une première réunion de travail avec les équipes. Il y a à la fois des singularités dans les différents projets de recherche, à la fois thématiques et dans les typologies ou les disciplines mobilisées. Mais il y a aussi finalement une espèce d'enthousiasme commun à ces projets qui font qu'on aura un effet finalement de ce programme, j'en suis sûre, qui sera bénéfique à l'image qu'on renvoie de ces petits territoires. Je ne vais pas dévoiler lesquels, je vais plutôt vous parler du programme de ce séminaire de lancement. On en profite donc de cette occasion de lancer ce programme POPSU Territoire pour vous offrir une petite conférence d'Olivier Bouba-Olga, un professeur des universités à l'université de Poitiers, qui s'est fait connaître sur ce sujet des petits territoires dans une dynamique d'aménagement du territoire national et d'ailleurs international qui met plutôt en valeur les métropoles et donc la manière dont ces singularités de petites villes peuvent s'exprimer. Il va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Et puis on vous proposera une petite table ronde avec les partenaires de ce programme nouveau pour le PUCA, que sont donc le commissariat général à l'égalité des territoires, la personne d'Hugo Bévor, directeur des stratégies territoriales, le maire d'une des communes, je suis obligée de le dire, lauréate du programme, Jean-Claude Charvin, maire de Rive de Gier dans la Loire, et puis la députée Sandra Marceau qui nous a fait l'honneur de participer au jury de ce programme de recherche, qui s'intéresse au projet d'urbanisme et aux questions territoriales et qui nous donnera son regard sur de telles actions. Et puis pour finir, mon directeur général ici présent nous annoncera brillamment les 6 lauréats, ou en tout cas formellement les 6 lauréats, puisqu'ils se savent déjà lauréats, heureusement, sinon je ne suis pas sûre qu'ils seraient dans la salle, et qui nous présenteront rapidement quels sont les travaux sur lesquels ils vont se pencher durant un an. C'est un programme qui se veut relativement serré dans le temps et avec une dotation financière qui est
relativement modeste, mais qui vraiment va vivre de cette interaction entre les acteurs locaux et ces équipes de recherche sur le terrain, souvent embarquant avec elles des étudiants, ce qui pour nous est aussi très stimulant et ce qui pourra donner aussi une dynamique particulière à ces projets. Et donc on en attend évidemment beaucoup. On espère pouvoir, à partir de cette première expérience, éventuellement relancer d'autres sessions du programme dans les années à venir. Et en tout cas, je le redis, ça n'aurait pas été possible sans le soutien du ministère de la Cohésion des Territoires, et en particulier de sa direction de l'urbanisme et du Commissariat général à l'égalité des territoires. Donc c'est vraiment un exercice dont on attend beaucoup, d'autant plus qu'il est exploratoire et qu'on en tirera peut-être plus d'enseignements encore que ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà pour cette introduction. J'appelle donc à la tribune Olivier Boubolga, que je ne voyais plus. Comme tu préfères. Bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai le redoutable honneur de faire une petite conférence d'une vingtaine. Je crois qu'il y a un temps de 25 minutes, mais à la limite, peut-être pour laisser 2-3 questions à la salle. Je vais pas dépasser 20 minutes, peut-être un petit peu moins, je vais voir. Alors bon, juste pour me resituer, donc effectivement, je suis économiste de formation, professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université de Poitiers. J'essaie de croiser les approches de l'économie, de la géographie, de la sociologie pour un peu mieux penser les dynamiques de territoire. Donc j'ai publié un petit ouvrage il y a un an aux éditions Atlantiques qui s'appelle Dynamique territoriale, éloge de la diversité. J'insiste sur voilà, la richesse de la diversité des contextes. Voilà, on a des contextes territoriaux et des territoires différents. Il faut cultiver cette richesse et pas trop la limiter. On a publié plus récemment, enfin on a mis en ligne... On a mis en ligne plus récemment avec mon collègue Michel Grossetti, donc sociologue à Toulouse, un texte sur la mythologie CAM. CAM, c'est l'acronyme de compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, qui serait un peu, voilà, ces termes font système et nous disent que l'avenir de la France, c'est les métropoles, etc. Donc on critique cette mythologie CAM. Je vais vous faire passer quelques éléments par rapport à ça, mais en fait, par rapport à une version non encore diffusée, c'est la version 2.0 de la CAM qu'on est en train de finaliser. Où on développe notamment sur quelle approche alternative. Et alors je vais évoquer un ou deux points, j'ai pas un temps ultra long, mais et puis c'est en lien, je pense, avec ce qui pourrait déboucher quoi de ce projet de recherche. Alors je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous faire état de quelques réflexions sur la question de la fabrication des politiques publiques en fait, parce que derrière quand même, c'est dire comment bosser autrement sur les territoires aussi pour inventer peut-être de nouvelles formes d'agir, d'action publique sur les territoires. Et quand on regarde comment on procède de manière générale, y compris dans le monde de la recherche et en lien avec les politiques, c'est un des points sur lequel moi j'insiste et contre lequel je me bats. On est souvent comment dire, il y a une forme d'obsession du modèle général de développement économique en France, qui n'est pas récente. Et c'est un peu ce qu'on demande aux chercheurs d'ailleurs, d'identifier le modèle de développement économique, de dire au territoire, si vous voulez créer de la richesse et de l'emploi, mettez en place un peu partout le modèle et puis ça va marcher. Et en fait, ça ne marche jamais. Alors c'est une histoire assez ancienne, mais cette tentation du modèle, en fait, elle se décline de deux façons. La première façon d'identifier le modèle, c'est de faire de la théorie, de bâtir alors par exemple la nouvelle économie-géographie développe des modèles d'analyse des choix de localisation des entreprises, des ménages, etc. En déduit tout un ensemble de résultats, essaie de passer ça à la moulinette des données et puis après fait quelques préconisations qui peuvent être pour certains auteurs de la nouvelle économie géographique, pas tous parce que les résultats ne sont pas si clairs que ça, mais qui peut-être, soutenons les grandes villes parce que c'est là qu'on va bénéficier d'économies d'agglomération, etc. Mais c'est vrai d'une certaine manière de toute la littérature qu'on a eue années 80 autour des districts industriels. C'est aussi, alors on fait des études de cas, on essaie de trouver des régularités, on forge quelque chose qui ressemble à un modèle, et puis le gouvernement français récupère ça et lance la politique des systèmes productifs locaux. Donc ça c'est la première, on va dire, c'est la façon assez classique de produire de la recherche pour identifier des régularités, en faire un petit modèle, et puis on vend ça aux politiques, voilà, et puis bon. Donc on a eu systèmes productifs locaux, on a eu les pôles de compétitivité, puis aujourd'hui c'est un peu plutôt le modèle ville globale, métropole, et si possible la métropole, il faudrait qu'elle ruisselle un peu sur les autres territoires, et puis tout le monde sera sauvé. Il y a une deuxième façon,
qui est presque, enfin moi qui m'inquiète un peu, mais enfin que je mets au débat aussi. D'identifier le modèle, ça consiste à dire on va plus faire de théorie, on va faire parler les données avec un protocole d'identification du modèle à reproduire qui relève de ce qu'on appelle les expérimentations contrôlées. Très à la mode en économie, qui consiste à dire il nous semble qu'il y a peut-être une politique là qui pourrait avoir du sens à mettre en place sur les territoires. On va l'expérimenter. Idéalement, ce dont rêvent alors c'est dans la lignée des travaux d'Esther Duflo, etc. Idéalement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tirer au hasard des sujets témoins qui vont bénéficier d'une politique, et puis des sujets tests qui ne vont pas en bénéficier. On va suivre ça, et puis si la politique s'avère payante, on la généralisera. Donc ça se développe beaucoup, alors peut-être un peu moins, encore que sur les territoires, il y a eu expérimentation RSA, etc. Il y a eu des choses aussi comme ça qui ont été faites. Donc c'est une autre façon d'identifier un modèle, finalement. Mais à la limite, qui peut très bien se passer de toute conceptualisation théorique. On expérimente, population test, population témoin, on regarde les résultats de la politique, ça marche, ok, on généralise. Moi, ma conviction, c'est que dans les deux cas, ça ne marche pas. Dans les deux cas, ça plante, et on a déjà quand même des travaux, ne serait-ce que sur, une fois qu'on a fait des expérimentations contrôlées, généralisons, et souvent ça plante. Pour des raisons pas mal, qui commencent à être pas mal documentées. Mais je crois que structurellement, ça plante du fait que, précisément, vouloir identifier un modèle générique de développement économique, ça ne marche pas parce qu'à chaque fois, on rate un point qui me semble décisif, c'est la diversité des contextes territoriaux. Et que donc, ça ne marchera jamais d'une certaine manière. Mais alors, ça pose une vraie question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas non plus se satisfaire de dire chaque petit territoire est ultra spécifique, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, ça voudrait dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir une politique un peu générique? Enfin bon, donc moi il me semble que c'est une vraie question, avec des petites intuitions de réponse, mais là je livre ça au débat, ce n'est pas des affirmations très, c'est plus aussi des questions que moi je me pose sur ces sujets-là. Des premiers éléments de réponse, à travers notamment, alors par ailleurs, je participe au comité scientifique de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Peut-être certains d'entre vous connaissent un peu cette expérimentation-là. Alors, ce n'est pas pour parler de l'expérimentation en tant que telle, mais c'est pour dire qu'on a convergé en venant d'horizons différents, notamment avec Patrick Valentin d'ATD Carmonde, qui a apporté dès le départ, donc l'expérimentation, c'est sur 10 territoires en France. Dès le départ, Patrick Valentin a dit, parce que la DARES et le ministère du Travail, c'était vraiment ça. On expérimente, si ça marche, on généralise. Et dès le départ, Patrick Valentin a dit, non, surtout pas. On expérimente, mais si ça marche, surtout, on ne généralise pas. Et pourquoi? Parce qu'il dit, si on généralise, ça va planter, parce qu'il faut que sur les territoires, on ait des porteurs de projets qui soient un peu motivés, qui voient que ça corresponde bien aussi aux problématiques qu'ils rencontrent. Donc, ce qu'il propose, lui, c'est on expérimente, et si ça marche, on réserve aux territoires qui pensent que ça peut être une réponse à leurs problèmes locaux, une espèce de droit de tirage, de droit d'option sur ce type de politique. Donc moi, alors c'est peut-être très compliqué, etc., mais je pense que c'est peut-être des choses comme ça vers lesquelles peuvent aller les programmes de recherche POPSU Territoire. Moi, idéalement, je me dis une autre façon de fabriquer de la politique publique, ça peut être ça. On expérimente des choses dans des contextes spécifiques, on donne à voir ce qui a été fait, on donne à voir ce qui a marché, les difficultés, etc., et puis on donne ça à voir à l'ensemble des territoires, à charge ensuite pour ces territoires de se nourrir de ça, et de se dire, ah bah tiens, dans l'ensemble, ça a puré, mais ouais, ça correspond pas mal à ma problématique. Tiens, je vais aller voir. Et puis peut-être je vais m'en inspirer, pas forcément pour reproduire exactement, mais au moins pour dire, ah bah oui, ça par exemple, expérimentation, ah oui, territoire zéro chômeur, pour mon territoire ça a du sens, etc. Donc vous voyez, c'est une autre façon qui me semble très futée, enfin moi, bon, c'est à expérimenter, mais qui me semble très futée de pouvoir quand même monter un peu en généralité, sans aller vers un modèle un peu générique, mais simplement en donnant à voir des démarches, des processus à l'œuvre sur les territoires qui rencontrent telle et telle problématique, qui sont insérés dans tel et tel contexte. Et donner ça à voir à l'ensemble des territoires, ça peut être source d'inspiration, de ressourcement, quoi. Et puis éventuellement, après, on essaie de mettre en place ce qui a été expérimenté à tel autre endroit ou à tel autre endroit. Voilà, alors ce serait des vraies politiques décentralisées, j'ai envie de dire. Ce qu'on n'a pas encore eu en France, d'une certaine manière, on peut dire. Jusqu'à présent, il y a une reconnaissance par l'ensemble des politiques du fait territorial.
On sait qu'il y a des choses qui se passent et que la spécialisation de l'économie française, c'est pas à l'échelle du pays. Bon, okay, on a une reconnaissance de ça. Mais jusqu'à présent, on a toujours été à la recherche du modèle territorial à décliner. Donc là, si on fonctionnait comme ça, je pense qu'on serait vraiment dans des choses plus intéressantes. Alors, deuxième temps, parce que le sujet là, c'est aussi bon, qu'est-ce qui se passe dans des petites villes, quoi. Puis qu'est-ce que ça peut nous apprendre et après, voilà, comment on peut s'en servir. Alors, j'ai envie de dire le fait qu'il y a un projet effectivement, donc POPSU Territoire, qui aille regarder ce qui se passe dans les petites villes avec une démarche recherche-action, plutôt raconter un peu des études de cas, etc. Enfin, moi, je trouve ça c'est très très bien. Mais attention à ne pas le faire n'importe comment, mais à travers les échanges qu'on a pu avoir, je ne suis pas trop maquillé sur le sujet. Alors d'abord, le fait d'aller regarder ce qui se passe dans les petites villes, je trouve que c'est très bien, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas dire grand-chose de territoire qu'on ne va jamais regarder, quoi. Donc il y a des biais parfois, alors ça dépend des disciplines, d'ailleurs les biais ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a des biais si par exemple, à chaque fois, tous les chercheurs ne vont regarder que les territoires qui prétendument ont réussi, donc les grandes villes, etc. Donc bien sûr qu'il y a des travaux de chercheurs, hein, sur les petites villes, sur les villes moyennes, sur le monde rural, etc. Mais je pense qu'il faut rendre beaucoup plus visible, hein, ce qui s'y passe sur ces territoires-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important. Donc, il faut aller voir ce qui s'y passe. Alors, le gros, me semble-t-il, le gros sujet, c'est d'essayer d'y aller sans a priori et peut-être en oubliant un temps donné que ces territoires, on les a mis dans une case petite ville. Moi, je suis assez, souvent, il me semble, suite à mes travaux, que les catégories de territoires par lesquelles on rentre dans l'analyse, elles sont pas bonnes, quoi. Et parfois, ça formate un peu nos représentations. Et qu'un peu trop vite, on va se dire, voilà, il y a la case métropole, et puis c'est là que ça innove, et c'est là qu'il y a les startups, etc. Puis il y a la case petite ville ou monde rural, où c'est là qu'il y aura du présentiel, etc. Bon. Moi, je me dis qu'un des enjeux, c'est plutôt de rentrer. Alors, il y a des territoires qui vont être soutenus, des recherches vont... Rentrons par l'activité économique et rentrons par les processus socio-économiques sans avoir et puis regardons cette réalité-là, ce qui s'y passe. Alors oui, on n'a pas le droit de citer les lauréats, mais dans les lauréats, il y a notamment une petite ville que je trouve très passionnante parce que très dynamique en France. Et qui n'est pas dynamique que parce qu'il y a du présentiel résidentiel, pas du tout. Il y a beaucoup d'activités industrielles, etc., avec des boîtes qui innovent, etc., etc. Bon, ça, il faut le donner à voir. Alors, quand on parle dans les médias en général des petites villes, il y a quelques exceptions heureusement, mais des fois c'est pour aller montrer que, mon Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'article dans Le Monde d'un journaliste américain, je crois, sur Albi, où c'était désespérant, quoi. Enfin, donc on donne à voir comme si, voilà, il n'y a plus rien, le centre-ville est mort, etc. Bon, donnons à voir ce qui se passe d'intéressant sur ces territoires-là. Je trouve que ce serait pas mal, sans trop d'a priori, notamment, mais encore une fois, là, c'est pas du tout, je fais totalement confiance aux collègues chercheurs. Notamment parce que moi, quand je suis interrogé en ce moment sur la question justement, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des métropoles, est-ce qu'il y a des choses à faire, le questionnement c'est quand même souvent, mais quand même, est-ce que vous ne croyez pas que la solution ce serait que les territoires en métropole, ils se connectent aux métropoles, quoi. Enfin, en toile de fond, il y a cette question du ruissellement métropolitain. On va s'en sortir en... Donc moi, sur certains des territoires, évidemment qu'il faut regarder un peu les relations que ces territoires entretiennent avec d'autres territoires. Évidemment, potentiellement, si c'est ça qu'on observe avec des territoires dits métropoles, mais peut-être aussi avec d'autres territoires. Et que peut-être les enjeux pour tel ou tel territoire, c'est de mieux se connecter à un autre territoire qui n'est pas métropole, un autre territoire de petite taille. Si c'est ça, il faut le donner à voir aussi. Je suis assez convaincu, on a commencé à faire des travaux, alors par exemple sur Figeac, etc. Bon, bien sûr qu'il y a des connexions avec Toulouse, parce qu'il y a de l'aéronautique, et puis pour partie, c'est sous-traitant d'Airbus. Mais il y a des boîtes à Figeac qui sous-traitent pour Boeing, hein. Donc croire que toute la dynamique de Figeac, c'est Toulouse, non, c'est beaucoup plus... Les liens, ils ne sont pas... Voilà. Donc ça, je pense aussi qu'il faut le documenter. Et donc rentrer par les processus, donner à avoir des processus, je pense aussi que c'est ça. On ne peut pas identifier de modèle générique de développement économique, on peut quand même faire état de processus et de démarches où on s'aperçoit que ça permet de faire bouger les acteurs et de les faire bosser ensemble de manière un peu plus futée. Alors peut-être, moi, il y a deux questions un peu récurrentes que je rencontre quand je vais sur les territoires.
et puis je pense aussi que peut-être là, les travaux de recherche qui seront menés permettront de donner à voir ça, et puis de voir un peu comment les acteurs des territoires gèrent ça ou pas. Un premier, c'est la question de... Alors bon, un petit peu commencé à l'évoquer, la question de l'interterritorialité. Du fait que sur beaucoup de territoires, on ne pense pas trop les relations qu'on entretient avec d'autres territoires, ou alors quand on s'interroge sur les relations avec d'autres territoires, on est plongé plutôt dans des logiques de concurrence territoriale. On se pense en concurrence avec. Et les territoires qui sont au même niveau dans la hiérarchie urbaine, voilà, se pensent en concurrence avec. Et moi, j'ai quand même pas mal de cas, de plus en plus de cas, quand je discute avec des représentants des métropoles, enfin métropoles instituées par la loi, dans services développement éco, etc., qui me disent bah oui, on aimerait bien travailler autrement avec les territoires environnants, la métropole, mais ils veulent pas parce qu'on est le grand méchant. Et puis les territoires hors métropole, certains me disent bah on aimerait bien travailler avec la ville-centre, mais en fait, bon, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est nous instrumentaliser. Donc c'est compliqué, quoi. Enfin, ça m'a l'air, c'est pas. Et donc il y a des difficultés pour aller vers des démarches plus coopératives, collaboratives entre territoires, qui ont des millions de choses à faire. Mais sans se dire c'est nécessairement avec métropole, peut-être dans certains cas, et puis des fois avec d'autres territoires, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là qui est essentiel. Et puis le deuxième sujet, alors qu'on développe pas mal dans le texte là, donc on est en train de finaliser là, c'est comment on arrive à... On se rend compte que quand même il y a des territoires qui marchent bien parce qu'il y a des arrangements entre acteurs localement favorables. Il y a des jeux d'acteurs, c'est pas que public, c'est public-privé, etc. Entre les institutions publiques, ça bosse bien, entre institutions publiques et boîtes privées, ça bosse bien, etc. Donc il y a des arrangements locaux entre acteurs là, qui font que ça fonctionne. Puis il y a d'autres endroits, c'est la catastrophe. Donc en prenant un terme un peu utilisé dans la littérature hein, dans un sens large, hein, c'est la question en fait de la gouvernance locale comme facteur de performance des territoires, quoi. Voilà, il y a des arrangements locaux. Bah ouais. Bon, et pourquoi ça marche à certains endroits et pas à d'autres là? Moi je sais pas. Enfin des fois, à la fin souvent on dit oh ça doit être la culture, c'est l'histoire longue. Enfin bon voilà, bon mais on peut être un peu démuni. Mais ça peut être intéressant quand même de travailler cette autre question qui est très récurrente, celle des jeux d'acteurs. Et encore une fois, hein, c'est pas que la sphère publique, hein, c'est au sein du public, entre acteurs publics et acteurs privés, etc. Et peut-être un dernier point pour finir, pour laisser un peu de temps, je sais plus trop où j'en suis, ouais ça va. Et puis après, donc je mets ça au débat, hein, donc n'hésitez pas à me dire aussi. Il y a un autre point qui me semble essentiel, parce que bon, dans tous mes travaux et dans les travaux avec Michel Grossetti, on insiste beaucoup sur l'idée, arrêtons de croire que toute la richesse peut être créée simplement dans les métropoles. C'est pas vrai. Il y a des territoires métropolitains qui marchent bien, qui se développent, qui sont insérés dans la mondialisation, qui sont innovants, etc., etc. Donc on est plutôt à dire, il n'y a pas cette opposition que beaucoup trop de monde a dans la tête entre grandes villes, petites villes, villes moyennes, etc. Bon. Est-ce à dire que cette hiérarchie-là, enfin ces termes-là n'ont pas de sens? S'ils ont du sens, parce qu'il y a quand même des différences, et notamment en matière de ressources publiques à la disposition des territoires pour faire de l'ingénierie territoriale, pour penser des stratégies, et puis avoir des ressources à mettre à disposition pour faire plus de développement économique. Bon, moi, sachant que moi, mon sujet, c'est très développement économique. Et... donc, c'est clair que dans une ville comme Bordeaux, par exemple, vous avez des gros services qui font des études, il y a des ressources humaines, ne serait-ce que ça. Vous avez dans des petites villes ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, bah, il y a zéro ressource. Donc, il y a des enjeux, alors pour la région, Nouvelle-Aquitaine par exemple, qui sans doute de mettre à disposition des ressources, voilà. Mais je me dis aussi que ce programme Recherche-Action, c'est aussi un moyen, finalement, d'apporter des capacités d'analyse, d'ingénierie sur les territoires qui ont été retenus, que les élus peuvent mobiliser. Et en plus, je me dis que c'est bien parce que si, là aussi, les politiques, je pense, ont pris acte de l'importance de la recherche et des chercheurs côté sciences dures, pour la techno, pour l'innovation, etc., je pense que sur le côté sciences humaines et sociales, il y a encore du boulot, quoi. Et je suis assez convaincu, alors j'ai peut-être un biais de perception, puisque je suis moi-même chercheur en sciences sociales, je crois qu'on pourrait apporter des trucs qui ne sont pas inintéressants, quoi, pour l'action publique à toutes les échelles. Donc c'est aussi peut-être un moyen de mettre ça en évidence, quoi, de mettre ça en évidence. Et ce qui n'est pas simple, et je pense que ça peut faire peur un peu des deux côtés, c'est pas simple non plus pour les chercheurs, hein,
de se dire il va falloir bosser avec des acteurs locaux, voir un peu ce qu'on arrive à mettre en évidence, etc. Bon, mais il me semble qu'il y a des enjeux très forts autour de ça. Ce serait pas mal de donner ça à voir, de montrer que ça a du sens, et puis après, mais là ça supposerait de faire du travail interministériel ou des choses comme ça, que les acteurs politiques prennent conscience de son importance et donc considèrent que c'est des choses, par exemple, à mettre au cœur des processus d'évaluation des chercheurs. Qu'un chercheur qui va sur le terrain, qui arrive à faire bouger les politiques et donc qui arrive à quand même faire évoluer un peu des choses qui sont d'intérêt social fort, bah, ça compte un peu plus peut-être qu'une énième publiée dans un classement, on ne sait pas trop, de revues scientifiques, etc. Voilà, donc c'est vraiment tout ça, voilà, pour dire que je pense qu'à travers ce programme, il y a plein de petites choses là qui peuvent être vraiment intéressantes à montrer, à diffuser, et voilà. Donc j'arrête là pour... Merci beaucoup. Quelques questions à Olivier Boubolga, tant qu'il est là, pour vous répondre. N'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche? Vous m'entendez? Bonsoir, je m'appelle Anne Jacquelin, je suis directrice de la recherche et développement dans une société coopérative d'intérêt collectif. Et je vous remercie beaucoup pour votre intervention, parce que nous, justement, on fait ce travail de recherche-action participative et inclusive avec les territoires, avec ce postulat qu'on peut accompagner le développement économique en répondant à des besoins sociaux. Et du coup, je voulais juste pointer l'aspect de temporalité, en fait, dans ces projets-là. Parce que nous, depuis quelques années, c'est vraiment un sujet de fond. On accompagne correctement un territoire que quand on apprend à le connaître, quand il apprend à se connaître. Et les fameux jeux d'acteurs dont vous parlez qui sont très importants, nous, on fait un travail de typologisation qu'on met en théorie par rapport à pas mal d'apports disciplinaires. Et effectivement, le fait d'être pressé par le temps et par des objectifs est bien souvent contre-productif. Et aujourd'hui, nous, on fait plutôt le constat de nos échecs. En tout cas, des échecs des projets qu'on accompagne. C'est pas toujours le constat global, c'est-à-dire qu'il y a et des réussites et des échecs, mais souvent, cette contrainte temporelle met une sorte de pression et coupe un peu la mise en place du travail, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. C'est un problème. Alors, moi, je plaide beaucoup, par exemple, auprès de certaines institutions. Il faut sortir de ça. C'est-à-dire, enfin, alors, je parle plus pour moi en tant que chercheur, pour les labos de recherche. C'est clair que nous, on n'est pas des cabinets de consultants. On va faire une étude en 3 mois, etc. Comment on peut procéder? Enfin, souvent dans les études, c'est vrai qu'on a un temps assez limité. Moi, je crois assez qu'il faudrait arriver à faire conventionner pas mal d'institutions avec des universités pour dire on fait un travail filé. C'est pas le travail de consultant court terme, etc. Mais on a des conventions pluriannuelles où on va bosser tranquillement et puis sur des sujets temps long, quoi, sur des problématiques les plus structurelles. Peut-être ce qu'essaient de faire aussi un peu les agences d'urbanisme, etc. Bon, voilà. Mais avec la difficulté, mais je pense que tous les acteurs qui bossent avec les territoires ont cette difficulté-là. La difficulté qu'au départ, oui, on va bosser sur le long terme, on va vous donner du temps. Puis après, il y a les urgences, quoi. Ah, bossez vite. Là, il nous faut une étude pour tel truc. Donc, ça suppose sans doute d'inventer des choses un peu futées. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive aussi entre universités. Mais c'est pareil, parce que la responsabilité aussi du fait qu'il n'y a pas assez de liens entre les territoires et les universités, la responsabilité est partagée. Hein. C'est-à-dire, des collègues dans les universités qui sont prêts à faire ça, il n'y en a pas tant que ça. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas les incitations. Les gens répondent aux incitations. Vous mettez des incitations, si vous dites aux chercheurs en France, demain, pour passer prof, si tu as bossé avec des territoires, ça ira beaucoup plus vite. Demain matin, c'est bon. Hein. Tout le monde va aller bosser sur les territoires. Donc, il y a la question d'un système d'incitation. Puis après, des conventions pluriannuelles, je pense, pour dire, voilà, on est là pour bosser sur le temps long. Ce serait pas mal. J'ai prêché pour ma paroisse. C'est le métier du PUCA, c'est justement de faire de la médiation entre les acteurs des territoires, des villes d'ailleurs, et des territoires moins urbains, mais aussi des acteurs privés de la construction de la ville et la recherche. Donc moi je pense qu'il y a des outils à développer et à inventer pour que cette recherche soit utile dès le début des démarches de recherche. Et pour suivre le programme POPSU Métropole, en l'occurrence depuis maintenant presque 1 an, je constate que la seule rencontre, le dialogue brut entre des élus, leurs techniciens
et des chercheurs sur des sujets métropolitains, avant même que les résultats de la recherche soient produits, c'est déjà productif. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on appelle un résultat. Et finalement, les élus sortent de ces réunions de 2 ou 3 heures de dialogue, de discussion avec des géographes, des politistes, des urbanistes, en disant j'ai sorti le nez du guidon, là, je me sens mieux, j'ai appris quelque chose. C'est pas pour ça que la recherche est terminée. Mais donc il faut aussi apprendre à accepter comme des résultats intermédiaires la seule interaction finalement entre des mondes qui se parlent peu, des regards qui divergent parfois un peu, et surtout finalement une expertise que nous on affirme comme étant des deux côtés. Ça c'est aussi un point important, et Jean-Marc le répète souvent, hein, du programme POPSU, qu'il soit dans les petites villes ou qui regarde depuis les petites villes ou depuis les grandes villes, c'est que finalement l'expertise elle est des deux côtés, qu'on est face à des élus qui ont eux-mêmes une expertise de leur territoire, qui connaissent leurs habitants, des techniciens qui ont leur part de compétences aussi à mettre au pot, et finalement ça produit déjà quelque chose. Donc c'est sûr que le temps long de la recherche, je suis bien placée pour le savoir, il n'est pas du tout adapté au temps court de la décision publique, mais il le sera peut-être à plus long terme, et c'est d'autres types d'outils qui permettront de le réutiliser plus tard. Tout à fait d'accord. Et puis c'est vrai que des fois, alors ça peut sembler bête et méchant, mais c'est vrai que sur les territoires, enfin moi si je devais faire une préconisation à une région au hasard Nouvelle-Aquitaine, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser le développement économique, j'ai envie de dire mettez des gens qui font l'intermédiation, qui font se rencontrer les acteurs, des animateurs territoriaux. Faites ça. Ça coûte pas très cher, qui permet de décloisonner un peu les mondes. Voilà. Donc ça rejoint l'idée que vous évoquiez. En fait, il se passe des choses à partir du moment déjà les gens, on arrive à échanger avec eux, etc. Ils sortent un peu de leur, voilà, ils sont plus le nez dans le guidon. Et c'est intéressant ça quand même. Hein. Et puis après sur le fait que parfois il y a des trucs qui échouent, c'est mon collègue Michel Grossetti avec Jean-Marc Zuliani sur Toulouse qui a montré, même dans les politiques qui échouent, qui a montré que les germes du système toulousain d'aujourd'hui, en fait, c'est pour partie le fruit de politiques passées qui ont échoué. Des politiques mises en œuvre pour atteindre des objectifs, ça a totalement planté, mais il y a des petites graines là qui ont émergé, et puis c'est ça qui. Donc voilà, faut se dire. Alors je dis pas que c'est. Il faut se dire c'est pas grave si les politiques échouent, mais des fois voilà. Donc. Oui. Ben Lichtenberg, donc je suis vice-président développement de la Commu-ESAM Université, et je voudrais juste faire une première remarque qui vient aussi de mes origines. Moi, je suis d'origine suisse, et on n'a pas les mêmes déséquilibres entre les grandes métropoles et les territoires ruraux comme on peut les trouver en France. Donc, ce qui me semble important, c'est de prendre conscience en France que ce vaste territoire, qui est maillé de villes petites mais aussi moyennes, c'est une richesse incroyable pour développer le cadre de vie de façon globale de demain. Donc il y a un potentiel incroyable qui sommeille dans ces territoires. Donc la question, c'est plutôt comment on les prend au sérieux comme des lieux d'émergence de questions de recherche. Et donc la question que vous avez soulevée du milieu universitaire qui est très loin de percevoir ce qui émerge petit à petit comme question de recherche dans ces territoires, c'est une des réalités. L'autre réalité, c'est les maires qui ont du mal à comprendre quel pourrait être l'intérêt d'avoir à ses côtés, peut-être entre plusieurs communes, une équipe de recherche, un doctorant. Et donc, ça c'est la deuxième remarque que j'ai à faire. Nous avons, dans la commune, construit un programme qui s'appelle 1000 doctorants pour les territoires, et qui est exactement la visée de mettre en relation doctorants, équipes de recherche et surtout les collectivités territoriales. Donc, c'est un programme national, donc il y a un intérêt de se pencher sur ces questions vraiment à l'échelle nationale. Et donc, c'est quelque chose que je vous encourage en tout cas de regarder et d'investir aussi comme un cadre, comme des plateformes qui permettent d'échanger des expériences, des réussites, et aussi, comme vous l'avez dit, des choses qui ne marchent pas. Donc c'est très important d'apprendre sur ces questions-là, et d'apprendre ensemble.
Si vous voulez bien, donc j'appelle à la table ronde sur la recherche-action pour et avec les petites villes, Hugo Bévor, directeur des stratégies territoriales au Commissariat général à l'égalité des territoires, Jean-Claude Charvin, maire de Rive-de-Gier, et Sandra Marceau. Je ne sais pas où elle est. Sandra Marceau, là voilà. Députée de la Charente. Décidément, le Sud-Ouest est toujours très bien représenté à la table de PopSu. La Nouvelle-Aquitaine. Alors, je commence par un message personnel. Si vous vous ennuyez dans une réunion, vous allez regarder le blog d'Olivier Bouba-Olga. C'est assez décapant. De ces dernières trouvailles, c'est d'avoir montré de façon assez efficace que la seule vraie métropole en Nouvelle-Aquitaine, c'était Niort. Ce qui est effectif dès lors qu'on prend effectivement cet indicateur un peu spécial que l'ex-Datar aimait bien, à savoir ces emplois dits métropolitains. Et Niort étant évidemment la capitale des mutuelles et des assurances, ils ont beaucoup de ces emplois métropolitains en pourcentage. Voilà. Mais il y a des Bordelais qui ont pris ça au premier degré et qui n'ont pas du tout apprécié. Merci beaucoup. Alors, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir local. Voilà. Tout le monde est représenté. On va continuer à fabriquer cette ambiance de travail assez inédite, hein, à la fois par les sujets et les terrains d'enquête, et aussi façon PopSu et PUCA même, par la manière de faire coopérer les élus, les acteurs locaux, les chercheurs. Donc je crois que ça a bien commencé. On est tous ravis du succès de l'appel à projet et de l'enthousiasme des équipes et des élus concernés. Donc ma question générique, et puis je vais l'adapter au profil des participants à cette table ronde, c'est effectivement de continuer à fonder notre doctrine d'une certaine manière sur le pourquoi d'un intérêt scientifique et coopératif sur ces petites villes et sur leur droit à mobiliser un dispositif de production qu'on pouvait penser réservé aux seules grandes métropoles. Et puis, nous demanderons aussi si la manière de procéder de ce programme PopSu, cette mobilisation donc de chercheurs, est un apport significatif ou simplement un apport de plus par rapport à d'autres types d'expertise qui peuvent exister. Alors je vais peut-être commencer par Hugo Bévor en tant qu'héritier de la Datar. Hein, on peut, voilà. Alors vous savez, dans la Datar, mais un peu au CGET aussi, il y a une histoire de zone blanche. Et donc, pour faire un mauvais jeu de mots, je pourrais demander à Hugo Bévor s'il faut faire disparaître les zones blanches de la matière grise. Oui, c'est... Ça va marcher. Ça marche. Juste en écoutant les deux précédents propos et pour rebondir sur la question que tu as soulevée, je jette un regard, ou plus exactement le CGET jette un regard beaucoup plus optimiste sur les dynamiques de la recherche actuelle. Et je crois, comme Olivier Bouba-Olga l'a restitué, qu'il y a des cycles de la recherche, comme il y a des cycles de l'action publique, avec des focales qui sont posées sur des sujets variés. Je n'ai pas le sentiment que les petites villes fassent partie des oubliés. J'ai le sentiment qu'il y a un phénomène de rattrapage qui s'est exercé depuis 2, 3, 4 ans, dont les travaux que vous avez conduits sont l'une des traces, et que les travaux que l'exécutif, puisque c'est de ce point-là de vue-là que je me place, conduit, ont également, auxquels nos travaux ont également contribué. Nous, ça fait un certain temps déjà, hein, et c'était un travail qui avait été fait avec le ministère du Logement à l'époque, que la focale s'est déplacée des métropoles vers les centres-bourgs, que les études se sont penchées sur des questions
sur la question des petites centralités, sur la question du vieillissement. Donc il y a quantité de travaux qui ont été publiés sur ces sujets. Donc parler de zone blanche, en faisant un peu de provocation, j'ai l'impression que c'est un peu erroné et que c'est entretenir une vision doloriste de ces petites villes qui ne correspond pas à la réalité. Et que c'est entretenir une vision qui les oppose à des territoires qui bénéficieraient d'un excès d'attention que sont les métropoles, qui ne correspond plus à une réalité de l'action publique et de la décision. C'est vrai de ce gouvernement, c'est vrai du gouvernement précédent qui avait opéré un rééquilibrage. Encore une fois, si je devais le situer, je dirais 2014-2015. Voilà. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui est vrai néanmoins, pour filer la métaphore de la zone blanche, c'est que les petites villes, dans ce phénomène en accordéon là, de l'attention de l'action publique, sont plutôt une zone grise. C'est-à-dire que l'action publique, elle a tendance à se déporter un jour des métropoles, le lendemain vers les ruralités, et à entretenir par ce mouvement même de balancier une représentation en opposition. Et que les petites villes, on a eu du mal à les saisir parce que précisément, elles constituent cet état intermédiaire. Et de ce point de vue, pour être fidèle à l'héritage, au lourd héritage de la DATAR, j'emploie des grands mots, le nouveau paradigme de l'action publique mis en avant par le nouveau titre du ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire, donc le ministère de la Cohésion, il visait précisément à déplacer le centre d'intérêt d'une question qui découpe le territoire en morceaux et tente d'apporter des réponses adaptées à chacune des catégories du territoire. Donc un jour les villes moyennes, un jour les grandes villes, le lendemain les petites ruralités, enfin l'hyper-rural, à une problématique qui réfléchit les conditions dans lesquelles les territoires fonctionnent entre eux. Voilà, donc c'est le paradigme de la cohésion et qui met au centre du jeu la question des liens. Alors j'ai entendu l'interpellation d'Olivier sur le thème attention, parce que ça veut souvent dire qu'on présente comme seule issue au développement territorial des petites villes la question des liens avec les métropoles. C'est vrai. C'est vrai que l'attention qu'on porte aujourd'hui, elle se porte d'abord sur les effets de système, sur les questions d'interdépendance, sur les questions de liens. On a beaucoup travaillé en particulier sur les conditions dans lesquelles le développement porté par certaines métropoles pouvait entraîner ou pas, parce que les conclusions sont évidemment nuancées. Vous aviez à l'époque réagi sur une étude qu'on avait conduite avec la Caisse des dépôts et France Stratégie sur l'effet d'entraînement dans les dynamiques d'emploi. On s'est beaucoup penché sur ces questions-là parce qu'elles nous semblent structurantes et elles nous semblent l'un des éléments de réponse. Et à l'inverse, l'élément de réponse symétrique pour caricaturer qui voudrait que les petites villes n'ont d'avenir que par elles-mêmes, enfin grosso modo les tenants du développement parfaitement endogène, ça nous paraît une caricature aussi absurde que le propos, mais que vous n'avez pas fait, hein, c'est pas mon propos. Hein. Mais donc voilà, donc on essaie de se tenir de ces deux extrémités, en reconnaissant qu'il y a des effets de cycle de l'attention, de la recherche, comme celle de l'action publique. Mais voilà, pour répondre à la question franchement, non, ce n'est pas une zone blanche. Je m'en réjouis, et oui, je me réjouis qu'avec le dispositif POPSU, on apporte une contribution supplémentaire, originale, différente des précédentes, qui contribue à ce rééquilibrage dans une approche qui évite de nous faire tomber dans le piège qui viserait à dire il n'y a d'avenir que dans les relations avec les métropoles ou il n'y a d'avenir que dans le développement par soi-même. Ce piège, je pense, dans lequel il ne faudrait pas tomber. Et puis un dernier mot, puisqu'on était ensemble il n'y a pas si longtemps à Bordeaux, grande métropole, pour la signature d'une coopération entre la métropole de Bordeaux et la communauté d'agglomération du Val-de-Garonne, autrement dit Marmande, Lot-et-Garonne. Moi, on entendait ensemble à ce moment-là le propos du président de l'intercommunalité qui disait on est à 60-70 km de Bordeaux, enfin, donc on n'est pas dans la première couronne, hein, loin de là. Il y avait également Sainte qui était présente et qui disait la recomposition du sujet pour la ville de Marmande. Dit autrement, une petite ville comme Marmande, pendant longtemps, la proximité de Bordeaux a été très clairement un des éléments de son déclin. Autrement dit, il était difficile pour une ville comme Marmande de trouver sa place dans un dispositif de système parce que la croissance était captée, selon un phénomène assez classique, par la métropole de Bordeaux. Et depuis quelques années, c'est le phénomène inverse qui se produit. La ville de Marmande trouve un second, je ne sais pas si second souffle est le bon mot, mais trouve un nouvel élan de développement dans les liens avec la ville de Bordeaux. Je fais cette remarque pour dire que oui, il y a des cycles de l'attention publique, oui, il y a des effets de mode, mais ces effets de mode sont en partie, c'est pas simplement, comment dirais-je,
il ne faut pas porter sur ces effets de mode un regard relativiste, autrement dit tout se vaut et tout ça. C'est aussi parce que, et c'est vraiment le point principal sur lequel je veux insister, c'est aussi parce que la question des dynamiques territoriales ne cesse de se recomposer, que l'attention publique, la recherche ne cesse de se recomposer. Le fait qu'il y ait une question des petites villes, c'est pas que soudainement on a redécouvert ce qui est l'un des éléments essentiels, vous le redisiez, et qui fait l'originalité de l'organisation territoriale de la France. C'est parce que cette question s'est recomposée. Et le message principal que, pour le coup, le Commissariat général à l'égalité des territoires tente de faire passer, c'est que précisément, on est dans un moment très particulier des dynamiques territoriales. Autrement dit, on sort d'une crise qui a duré 10 ans et qui a profondément modifié les conditions de ces dynamiques et les conditions de lien entre les territoires. 10 années, c'est une période exceptionnelle, de 2007 à 2017 approximativement, jusqu'à l'arrivée du président. Ça, c'était pour faire un mot d'humour. Donc, 10 années de crise exceptionnelle qui ont profondément altéré les mécaniques de lien, qui ont profondément modifié les conditions dans lesquelles la croissance est distribuée ou captée. Et si la question métropolitaine a focalisé l'attention, c'est parce que vous évoquiez tout à l'heure les théories de la nouvelle économie géographique. C'est parce qu'en France, ces théories-là qui, grosso modo, prédisaient aux seules grandes villes, et en particulier les métropoles, un avenir parce qu'elles bénéficiaient des effets d'agglomération, pour faire un gros résumé, cette théorie-là, pendant longtemps, elle était non vérifiée en France. C'est-à-dire qu'on la tenait, on la pronostiquait, mais on ne vérifiait pas ce phénomène de décrochage entre les métropoles et les autres territoires. Or, si, juste pour ne pas durer trop longtemps, si les petites villes ne sont pas une zone blanche, mais plutôt une zone grise, c'est que précisément à l'occasion de cette crise, la question des dynamiques s'est recomposée et a profondément questionné, et c'est vraiment le sens de ce que je voulais souligner, et a profondément re-questionné la place des petites villes dans le système territorial français. Et je crois que c'est vraiment le mérite de la démarche Popsu Territoire que de l'interroger à ce moment-là. C'est-à-dire dans ce moment qui est, pour faire vite, après 10 années de crise, et à un moment où il y a des possibilités de rebond. Et l'attention du gouvernement ne cesse de se porter sur ces territoires. Dans 2 semaines, on en parlait avec Olivier il n'y a pas si longtemps. Dans 2 semaines, le 22 novembre, on devrait annoncer un dispositif d'action publique en faveur précisément de ces petites villes et de ces villes moyennes qui accueillent des industries. Donc c'est pour vous montrer qui à chaque semaine apporte son lot de politiques publiques visant à accompagner ces démarches dans des logiques de différenciation de l'action qui sont conformes au message que vous passiez. Et voilà. Merci Hugo. Je continue le tour. Sandra Marceau, vous êtes conseillère municipale de Saint-Même-les-Carrières. Terroir important, Grande Champagne, premier cru cognac. Cognac, 85-90% d'exportation. 98, un peu moins depuis que les campagnes contre la corruption des fonctionnaires chinois s'est renforcée, mais ça reste quand même assez fort. Bordeaux, 50% exportation. Mais vous êtes aussi et surtout, on va dire, député et vous participez activement à la commission développement durable aménagement du territoire et vous êtes urbaniste. Alors, je voulais profiter de ce cumul, on va dire les mots, pour vous demander comment, d'après vous, c'est intéressant, plus intéressant, différent de mobiliser une expertise qui est quand même très particulière, celle de chercheurs, même des chercheurs en sympathie avec leur territoire et pas simplement avec les comités de rédaction des revues de rang A. Voilà, c'est autre chose qu'un bureau d'études, qu'un CAUE, qu'une agence d'urbanisme qui oserait aller dans les franges périurbaines. Voilà, comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on pourrait dire, bah oui, c'est bien joli vos équipes de recherche là, mais ce qui serait bien, ça serait que les agences d'urbanisme travaillent plus à Saint-Même-les-Carrières. Mais c'est vrai, on vous attend. Je le note. Ah. Non, mais on vous attend et c'est pour ça que c'est très bien que Popsu arrive en fait. Moi, je trouve que justement, l'intérêt... Alors, il se trouve que j'étais aussi bureau d'études pendant une dizaine d'années
et que je suis arrivée au temps des... Donc bonjour à tous et je suis ravie d'être avec vous et d'être un peu la petite souris de la commission aménagement du territoire et développement durable que je défends. Et moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en fait dans les collectivités rurales. En tant que petit bureau d'études, j'ai dû faire 150 cartes communales dans ma vie. Et donc autant vous dire que j'ai abattu du travail et peut-être un peu, pas au mode industriel, mais du coup je sais en parler, je pense, et je sais en parler aussi avec un regard critique, bien sûr. Et justement, PopSu, quand j'ai entendu parler de cette étrange formule et puis avec tous ces gens dedans hyper intéressants, je me suis dit mais c'est pas possible, comment je n'ai pas pu en entendre parler avant, parce que je crois que dans nos territoires ruraux, justement, on a besoin de cette diversité, et même qu'il y a des chercheurs qui travaillent à Poitiers, je ne le savais pas, je me sens un peu ridicule. Et donc, non mais c'est très bien, parce que ça veut dire que nos territoires regorgent de plein de choses qu'on ne connaît pas, de plein de gens qu'on méconnaît. On méconnaît leur travail aussi et leur intérêt pour tous ces territoires ruraux que vous représentez tous, futurs lauréats peut-être. Et donc, justement, cette diversité apportée par cette approche nouvelle, on n'a pas encore le fruit de votre travail, mais moi, je vais le suivre, je l'espère. Et je l'attendrai avec impatience parce que c'est cette diversité qui manque. Parce alors là, je suis un peu brute de décoffrage parfois, j'espère que je vais me faire quand même comprendre, mais on applique quand même des politiques publiques dans les territoires ruraux de manière assez calquée. Donc, je parle de cartes communales, des PLU, avec des cahiers des charges types. Et là, il y a plein d'élus qui le savent très très bien, auxquels nous, on répond aussi, les bureaux d'études, parce qu'on a une enveloppe. Parce que les dotations de l'État sont telles que les collectivités n'ont pas trop d'argent pour ajouter de l'argent. Donc, finalement, on a appliqué des politiques publiques et des visions un peu de l'aménagement des territoires, un peu de la même manière, et j'y ai contribué. J'ai lutté tout ce que j'ai pu contre l'étalement urbain pendant 10 ans. J'ai lutté tout ce que j'ai pu contre la création de vastes zones d'activité économique qui allaient apporter tellement de choses voilà, merveilleuses. D'ailleurs, il y en a une de 40 hectares à l'entrée de Cognac qui ne fonctionne pas. On se demande pourquoi, mais Monsieur Bouba, Olga nous expliquera. Je pense qu'il connaît le sujet en plus. Et donc, on a besoin de cette diversité pour justement, parce que les outils existent, les outils réglementaires, législatifs, on a toute une batterie de choses qui existent. Ça, c'est vrai. Mais dans les zones rurales et dans nos territoires, soit on ne sait pas trop les utiliser. Alors je dois dévier de votre question et je réponds déjà peut-être à des choses, mais en fait, donc les outils existent. Ce qu'il faut, c'est certainement un nouveau regard, un nouveau prisme de ce que sont les territoires, et donc pour trouver que chaque territoire trouve son identité. Et donc moi, là, j'ai l'exemple de Saint-Même-les-Carrières. Saint-Même-les-Carrières, si je vous dis 1000 ans d'histoire, il y a même des habitants de Saint-Même-les-Carrières qui ne le savent pas. 1000 ans d'histoire, parce qu'en fait, on a 90 km de galeries souterraines sous le village. Donc, il y a un enjeu de développement touristique économique énorme. Mais les élus se sont battus depuis des années pour oublier ces carrières, pour ne pas forcément aménager des entrées de carrières qui sont très dangereuses, ou qui se sont battus parce que certains avaient des projets touristiques complètement pharaoniques et que la petite communauté de communes naissante de Jarnac, il y a une quinzaine d'années, n'avait pas du tout d'argent. Donc, très beau sujet PopSu, je suis sûre. Et aujourd'hui, moi, je vais essayer de me battre pour ce petit village parce que c'est symbolique aussi, même si je n'y suis pas née. Mais si jamais on avait pu rencontrer, et c'est encore possible, par exemple, des chercheurs qui nous aident à détricoter ou retricoter cette histoire et trouver des pistes, je suis sûre que derrière, le ruissellement sur le reste du territoire serait assez évident, même si c'est compliqué. Donc on a besoin de votre regard. Je ne sais pas qui est chercheur dans le lot, mais on a besoin évidemment de votre regard parce que vous allez amener... Moi, j'ai arrêté mes études en DESS, mais je pense que la qualité des chercheurs, c'est d'appliquer ses propres grilles. Ça, j'en ai parlé avec vous. Et on a besoin de regards différents sur nos territoires pour que les territoires, non pas sortent du lot et écrasent les autres, mais pour qu'il y ait justement des complémentarités, des coopérations, mais que chaque territoire d'abord trouve son identité. Et la recherche, en fait, à mon avis, à mon sens, c'est aussi aider à trouver l'identité de chaque territoire, parce que chaque territoire en a besoin, et surtout, comme vous, le chercheur tout à l'heure, je crois que vous êtes originaire de Suisse, c'est ça ?
quand on nous dit que la France, elle est riche de cette diversité des territoires, mais bon sang, il faut que nous-mêmes, Français, dans nos territoires, on y croit. Hein. Si on n'y croit pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et donc, les chercheurs, je pense, ne peuvent que nous aider à ça, avec leur regard transversal, leur recherche, enfin, leur grille de critères à eux. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Donc oui, on a besoin de ça. Je ne sais plus quelle était la question. Mais vous y avez répondu. Et donc, en tous les cas, moi, si pertinente. je suis là, c'est aussi que je veux me faire le relais. Si je suis députée, c'est parce que j'ai commencé à être conseillère municipale. Jamais j'aurais rencontré les gens qui m'ont amené à me présenter un jour, qui m'ont dit, tu sais, il y a des législatives dans 2 ans. Je les ai regardées, je n'ai absolument pas compris au départ. Mais si je suis aussi à la commission développement durable, aménagement du territoire, c'est parce que je suis géographe de formation et que ça, je pense l'avoir dans les tripes et que j'ai compris qu'il fallait vraiment qu'on aide à comprendre les territoires et voilà, à ce qu'ils trouvent une identité et leur force. Et donc, merci à tous ceux qui sont là. Merci. L'histoire géo au pouvoir, c'est ça, hein. Deux informations avant que j'interpelle monsieur le maire. Statistiquement, pour les hommes, ceux qui n'ont pas de cravate, c'est plutôt les chercheurs. Et deuxième information, le copier-coller, ça se fait aussi dans les grandes villes. Voilà. Ce qui est un vrai sujet, y compris dans la mobilisation des bureaux d'études, qui gagnent de l'argent en faisant du copier-coller, ce qu'on peut comprendre aussi. Je ferme la parenthèse. Ouais. Oui, oui. Monsieur Charvin, vous êtes un des héros de la soirée. Vous avez osé répondre à ce bizarre programme PopSU Territoire qui va amener des dizaines de chercheurs chez vous qui vont... Dites-nous. Des dizaines. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, en quoi les enjeux spécifiques à votre commune vous ont incité à poser des questions, à trouver des réponses et en quoi, effectivement, cette expertise un peu spécifique de la recherche vous semble pertinente par rapport à vos problématiques. Bon, d'abord, merci de votre invitation. Et puis, je ne sais pas officiellement ce que je fais à cette table, à moins que je n'ai été retenu dans les lauréats. Si c'est le cas, je vous en remercie d'avance. Je sais que le secret est gardé confidentiellement, donc vous me tiendrez quand même au courant si nous sommes lauréats. Ce serait très gentil de votre part. Et puis, je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui sont présents autour de nous. Alors, moi, je vous campe le décor. Je n'ai pas tout à fait le même parcours que ma collègue. Moi, je suis élu municipal et maire depuis à peu près 25 ans. Je suis conseiller départemental, vice-président en charge de la culture depuis 35 ans. Et je suis vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de l'habitat depuis également quelques années. Donc, mais je suis issu du monde de l'entreprise. Moi, j'étais chef d'entreprise pendant des années jusqu'à que quelqu'un me fasse mettre les pieds dans le monde de la vie publique. Et quand on y met un pied, on y met les deux. Et puis, au bout d'un moment, on ne peut plus s'en sortir. Mais ça permet quand même d'avoir un bout d'expérience. Alors, je voudrais d'abord, avec un peu d'humour, regretter que le PopSU Territoire démarre aussi tard. Ça m'aurait évité plein de bureaux d'études et plein de frais dépensés par la ville. Vous auriez pu me prendre en charge les années d'études que nous avons lancées. Non, mais si je le dis, c'est avec un peu d'humour, mais je reviendrai après sur la raison qui a motivé effectivement notre candidature. Et puis, je voudrais aussi poser un deuxième postulat. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la dichotomie entre petites communes, PCI, etc., pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme le disait notre professeur tout à l'heure, il en va des petites communes ou des petites collectivités ou des moyennes villes, comme vous voulez les appeler, à peu près comme de l'expérimentation en matière économique. Il n'y a pas deux cas semblables sur le territoire. Ce n'est pas parce que vous avez entre 15 et 20 000 habitants que vous avez la même configuration de commune. Vous n'avez pas le même tissu économique, vous n'avez pas le même tissu social, vous n'avez pas le même tissu commercial, vous n'avez pas le même environnement. Donc je crois qu'on peut là non plus pas dupliquer une politique nationale qui soit complètement adaptée à l'ensemble du territoire. Mais on peut procéder par expérimentation. Et j'ai bien retenu que dans votre démarche, il y avait ce que vous appelez les études de cas. Donc je pense que ce qui est important, c'est bien effectivement d'identifier et de personnaliser l'étude. Deuxième remarque sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, je crois qu'il ne faut pas dissocier les EPCI
qu'ils soient communauté urbaine, communauté d'agglo ou métropole, des collectivités, fussent-elles même rurales. Parce que je rappelle quand même, ça c'est un postulat auquel moi je suis très attaché, qu'un EPCI, ce n'est pas une entité issue d'ex nihilo, c'est quand même la représentation des élus. Donc une communauté urbaine, une métropole, ce n'est pas un président issu normalement de la grande ville en général, c'est aussi tous ses collègues maires qui constituent cet EPCI. Donc je crois que la dichotomie, elle n'est pas aussi évidente que ça. Parce que normalement, les politiques initiées par le PCI, s'il s'agit d'une métropole a fortiori qui a encore plus de compétences, elle n'est pas l'émanation d'une seule collectivité, elle est aussi l'émanation des autres collectivités. Par contre, ce qui est important et ce qui nous a généré notre intérêt pour le POPSU, c'est qu'à l'intérieur des politiques menées par ces collectivités, et je peux vous en parler puisque je viens de faire signer il y a quelques semaines le programme local de l'habitat pour le territoire de Saint-Étienne Métropole, on a besoin effectivement de prendre en compte la diversité des communes qui composent le PCI et d'adapter la réponse qui est elle-même portée par le PCI, puisque le dossier porté par la ville de Rive-de-Gier n'est pas par la ville de Rive-de-Gier, mais il est bien porté par Saint-Étienne Métropole. Ce qui veut dire que c'est bien le chef de file qui est le PCI qui va défendre et prendre en compte les dossiers proposés par notre collectivité. Là où se pose la problématique, c'est effectivement, et c'est pour ça que nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés, c'est que sur l'ingénierie, nous n'avons pas, effectivement, dans nos collectivités, la capacité à pouvoir prendre en compte l'ensemble des problématiques qui nous sont posées. Et comme à l'intérieur de l'EPCI, il y a un certain nombre de communes, même l'EPCI n'a pas toujours la capacité à pouvoir adapter une équipe d'ingénierie à l'ensemble des demandes des collectivités qui vont de communes, chez nous par exemple, sur le territoire de métropole, de 90 habitants jusqu'à 170 000 pour la ville de Saint-Étienne. Donc on a effectivement besoin d'avoir une individualisation du dépôt de nos dossiers. Et ça nous permet effectivement de pouvoir agréger autour des projets qui sont les nôtres l'ensemble des composantes. La problématique qu'on a, alors, elle est de deux types. La première, excusez-moi, le prenez pas mal, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu toujours des mariages d'amour entre les chercheurs et les élus. Non pas qu'il y ait, j'allais dire, de l'animosité, c'est simplement que les chercheurs ne sont pas nécessairement les hommes ou les femmes les plus proches des collectivités territoriales. Non pas qu'ils ne veuillent pas, mais les élus se retournent d'abord vers les bureaux d'études. Pourquoi ils se retournent vers les bureaux d'études ? D'abord parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, alors à moins d'être, comme ma collègue, plutôt de formation urbaniste, etc., ils n'ont pas tous la qualité intellectuelle pour pouvoir répondre à la problématique de leur commune sur le volet urbanisme, habitat, aménagement des espaces publics. Deuxième raison, c'est que c'est, j'allais dire, le plus facile, parce que vous confiez un bureau d'études, vous définissez un cahier des charges et vous lui donnez, entre guillemets, une date butoir pour vous rendre ses conclusions. Et ça rejoint ma deuxième explication. La deuxième explication, c'est qu'on n'est pas dans la même temporalité. C'est-à-dire qu'un élu qui vient d'être élu maire, il sait qu'il a 2 ans pour mener à bien ses études. Il a 2 ans, excusez-moi, les représentants de l'État, pour négocier avec l'État et l'ensemble des collectivités ses financements, et ce n'est pas gagné même au bout de 2 ans. Et quand il a passé ses 4 ans, il lui reste 2 ans pour finir le mandat. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas se permettre d'avoir, entre guillemets, un portage d'études de dossiers qui dépasse les 1 an à 2 ans, et pas toujours facile, effectivement, de pouvoir regrouper en termes d'ingénierie l'ensemble des partenaires. Et ce qui fait notre demande à nous, elle est vraiment très spécifique. Je vous symbolise ma commune, c'est 16 000 habitants, c'est une commune qui fait le lien géographique entre la grande métropole lyonnaise et la grande métropole stéphanoise, puisqu'on est à équidistance des 2 grandes collectivités. Nous avons une population qui est représentée à 70% par des habitants de la Loire, mais qui est en train progressivement de se constituer d'habitants qui viennent du Rhône, alors pour des raisons de fiscalité, de prix du foncier, etc., avec des problématiques complexes. On a un plan prévention risque inondation, puisque notre commune a fait en 2008 l'actualité, même au niveau international, avec des inondations dramatiques qu'il a fallu résorber en 3 ou 4 ans. Elle est soumise à un autre contexte réglementaire qui est le plan de prévention des risques miniers, puisque comme une bonne partie du département de la Loire, nous sommes soumis à cette difficulté-là. Nous sommes traversés par une autoroute qui présente une dangerosité importante avec un viaduc. Alors je ne veux pas dire que c'est Gênes, mais déjà les médias ont commencé à se pencher sur la problématique en disant qu'il pourrait se produire à Rive-de-Gier ce qui s'est produit à Gênes. On est traversé par une voie SNCF et on a en plus un patrimoine remarquable qui fait qu'on a aussi la contrainte juridique de l'architecte des bâtiments de France. Au milieu de tout ça, on est obligé de construire un projet de requalification du centre-ville sur 10 ans.
et avec un projet assez exceptionnel pour une commune de notre taille qui nous engage, lui, sur 25 à 30 ans, qui est la découverture du cours d'eau qui traverse toute la ville, à la fois pour assurer la sécurité de nos concitoyens et bien entendu pour, dans le cadre de la requalification de ce projet, pouvoir redonner ces lettres de noblesse à cette commune et la faire retirer par le haut. Par contre, je rejoins une des autres thématiques qui a été exposée. On n'a pas pour l'instant intégré les problématiques sociales, parce qu'elles sont intégrées en termes de requalification de l'habitat, etc. Mais on sait que la requalification d'un cadre de vie, ça va modifier le mode de vie des gens. Il y aura forcément des contraintes et des changements de vie dans d'autres domaines que celui de l'habitat, celui de la sécurisation du cours d'eau, etc. Et on a besoin de prendre en compte tout un tas de problématiques qui n'ont pas été jusqu'à présent intégrées. Et ce qui fait pour nous la richesse d'avoir cette équipe de chercheurs, c'est d'abord d'avoir un œil extérieur, parce que quand vous vivez sur votre territoire, j'allais dire, sans jeu de mots, à Rive-de-Gier, vous vous y immergez tellement qu'au bout d'un moment, vous ne sortez plus la tête de l'eau et que vous vous dites, après tout, le projet qu'on a pondu, c'est le meilleur. Sauf que quand vous travaillez comme nous avec un conseil citoyen qui représente donc la population, que ces gens-là, pour certains nouveaux habitants de la commune, vous font ressurgir un certain nombre de questionnements qui n'ont pas été abordés dans les études, ça vous fait dire que finalement vous avez voulu travailler de façon rationnelle, mais que le rationnel, ça n'exclut pas aussi de pouvoir vous entourer de gens qui ont des compétences multiples et diverses et qui peuvent vous apporter sur un dossier à l'échelle de notre commune, c'est-à-dire, je dis, on travaille sur 25 à 30 ans. C'est pour ça que la temporalité elle est moins importante. Non pas que je ne vais pas me représenter aux élections, mais dans 30 ans, il y a longtemps que je boufferai les pissenlits par la racine. Mais ça permettra effectivement à ceux qui prendront la responsabilité de cette commune d'avoir, j'allais dire, une vision qui sera totalement partagée sur l'ensemble de nos problématiques. Et c'est là où on a besoin effectivement d'avoir cette équipe de chercheurs à nos côtés pour nous aider. Alors non seulement peut-être à valider ou à modifier même des projections qui ont pu être proposées par des bureaux d'études en matière d'urbanisme, en matière d'habitat, en matière de citoyenneté, en matière de sécurité. On a été, par exemple, excusez-moi d'être un peu long, mais on a été, par exemple, sollicité par l'Agence régionale de santé qui nous a demandé d'intégrer la thématique santé dans la requalification de notre centre-ville. C'est un domaine sur lequel on n'avait pas eu du tout l'idée, entre guillemets, d'intégrer des études. Et effectivement, on a validé rapidement le fait que la proximité d'un autoroute, une voie SNCF, une circulation hyper dense, ça générait des problématiques de santé, ce qui veut dire qu'on va recomposer une partie de notre dossier. Voilà, donc moi je serais très heureux si nous sommes lauréats, j'espère, je vais croiser les doigts, de pouvoir avoir une équipe de chercheurs qui viendra, et je vous le dis avec un petit mot de remerciement, je sais qu'ils sont en face de moi, compléter la présence qu'on a eue la semaine dernière sur notre territoire d'étudiants de l'université qui déjà eux-mêmes ont commencé à ouvrir la première page du livre pour nous apporter une vision un peu extérieure et un peu plus ouverte, entre guillemets, que ce que nous faisons au quotidien. C'est vrai que pour nous, la solution, c'est le bureau d'études. Mais le bureau d'études, ça ne résout pas tous les problèmes. Et des moments, si on se plante, on a toujours tendance à dire c'est le bureau d'études, mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui n'avons pas défini le bon cahier des charges au bureau d'études. Et comme on n'a pas toujours cette vision, moi, je compte sur ceux qui seront présents chez moi pour nous aider à l'avoir. Voilà, j'ai à peu près répondu à votre question. J'ai été un peu long, mais je suis un politique en même temps, donc il n'y a pas de... Hein. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre motivation, votre énergie. Et puis, je crois qu'effectivement, vous aurez une belle équipe de recherche pour vous accompagner. Le programme indique « Échange avec le public ». Mais on peut comprendre que à 18h25, on passe à autre chose. Ah. Deux questions. Bonsoir, Marie-Hélène Vial de la... pardon. Ah. Vas-y, je vous en prie. Donc, Guy Baudel, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2, géographe, madame, ça vous fera plaisir. Donc j'avais une question concernant justement les bureaux d'études, puisque c'est venu dans les conversations. On dit souvent que les bureaux d'études, c'est un peu du prêt-à-porter. Voilà, ils ont plutôt tendance à reproduire, à dupliquer les mêmes solutions d'un territoire à l'autre, vous l'avez évoqué. Et précédemment, donc, Olivier Bouba-Olga a dit que prêt à usage, prêt à emploi, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes élu
de cette question-là. Vous dites que vous êtes un peu par défaut obligé de faire appel au bureau d'études. Et nous, on sait bien, effectivement, on fait le même constat que d'un bureau d'études à l'autre ou d'un territoire à l'autre, c'est un peu toujours les mêmes solutions qui sont préconisées. Alors que fondamentalement, le projet POPSU, il pose l'hypothèse que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, je voulais avoir votre avis. On va prendre la deuxième question. Et puis, je peux répondre tout de suite. Non, mais attendez, simplement sur ce volet-là. Si nous prenons des bureaux d'études, c'est parce que l'État nous impose de prendre des bureaux d'études, sinon nous n'avons pas de financement. Oui, on prend l'autre question, puis après les réponses, et ensuite on passera. Oui, bonsoir. Marie-Hélène Vial de la Fabrique des Territoires Innovants. Ma question porte sur le conseil citoyen que vous évoquiez. J'aimerais savoir comment vous garantissez ou vous permettez la représentativité dans ce conseil. Merci. Monsieur Charvin, ponctuellement sur cette question, et puis après Sandra Marceau. Non, simplement pour compléter, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État vous impose dans la contractualisation qui est la sienne l'obligation de prendre des bureaux d'études et de rendre des études qui, entre guillemets, permettent d'avoir les financements si vous n'avez pas ces études. Alors, sur le cas qui est le nôtre, et je pense que ma collègue vit à peu près la même chose, nous, on a un bureau d'études en matière d'urbanisme, on a un bureau d'études en matière d'habitat, on a un bureau d'études en matière de suivi du commerce, on a un bureau d'études en matière de citoyenneté et sécurité. C'est-à-dire qu'on a 5 bureaux d'études qui travaillent chacun dans leur domaine, mais pour valider les financements de l'État, ça nous est imposé. Donc, je reçois tout à fait votre question et je précise bien que cette démarche que nous avons engagée, elle est effectivement dans ce cadre-là pour sortir, j'allais dire, de l'archétype parfait des bureaux d'études qui sont à peu près tous sur le même moule et qui vous donnent à peu près tous les mêmes conclusions. Alors, le Conseil citoyen, c'est une obligation. Alors, non pas que nous ne voulions pas le mettre en place, mais qui nous est demandé par l'État, puisque lorsque vous signez un programme de renouvellement urbain type ANRU, et nous, ce sera l'ANRU 2, on nous a demandé sur les quartiers qui étaient classés politiques de la ville, et en particulier sur la collectivité que j'administre, il y a 2 quartiers politiques de la ville, donc 2 conseils citoyens qui ont été élus démocratiquement. Ce sont les gens qui se sont présentés, qui ont fait acte de candidature. Il est simplement demandé aux élus que nous sommes de mettre à disposition les moyens techniques, humains, matériels, mobiliers, etc. à disposition. Les élus ne participent pas directement à ces conseils citoyens puisqu'ils ont une totale latitude en matière d'échange, de propositions. Par contre, les élus peuvent être invités à la demande des conseils citoyens pour répondre à des questions. Les techniciens peuvent être invités à ces conseils citoyens pour répondre à des questions. Et nous nous rencontrons 2 à 3 fois par an pour faire le point donc, sur les propositions, les demandes, les angoisses, parfois les inquiétudes de ces conseils citoyens. Mais ils fonctionnent en totale autonomie et ils ont été élus de façon tout à fait démocratique. Ce sont les gens qui ont proposé leur candidature et que nous avons retenu donc sans difficulté. Merci, monsieur le maire. Sandra Marceau. Bon, c'est vrai que j'ai lancé la question des bureaux d'études tout à l'heure, mais je me rends compte que on arrive souvent à des choses un peu caricaturales, permettez-moi de le dire quand même, mais même si je sais que j'ai contribué à faire les documents d'urbanisme, comment dire, non pas à la chaîne, mais en tous les cas, toujours un peu avec ce que j'étais moi, donc d'une commune à l'autre, j'ai toujours pratiqué le diagnostic avec moi ce que je portais et en ça effectivement j'ai appliqué parfois du copier-coller, mais je pense que j'étais capable de faire quand même du bon travail avec ce qui m'était donné. Mais c'est vrai que le bureau d'études, il est là pourquoi ? Il est là parce que, mais ça vous l'avez très bien dit, je trouvais que vous avez bien fini votre temps d'avant en disant qu'effectivement les bureaux d'études, ils répondent à un cahier des charges. Mais pourquoi il y a un cahier des charges ? Et l'État, il n'oblige à rien. Je crois que les élus, il faut qu'on soit responsables sur nos territoires. Si on ne veut pas faire de PLU, on n'en fait pas. Non. On peut être en règlement national d'urbanisme toute sa vie. C'est pas vrai. Ah non, il y a encore plein de communes comme ça. Non, alors là, pour le coup, non, mais... Monsieur Delduc, vous n'avez pas la parole. Non, mais là-dessus, je me sens finalement assez à l'aise aujourd'hui dans mon rôle de députée parce que j'ai été bureau d'études, mais je suis aussi conseillère municipale et j'ai suffisamment, enfin en tous les cas, j'ai travaillé un petit peu sur la loi Elan, donc j'ai pas mal côtoyé notamment le ministère et j'ai pu voir effectivement à la fois tout ce que chacun peut apporter au territoire. Mais s'il y a des bureaux d'études, donc c'est qu'il y a des commandes, la commande publique, c'est parce qu'il y a des enjeux, c'est parce qu'il y a des documents d'urbanisme. Et pourquoi ? On est dans un état de droit quand même.
et le droit et de l'environnement, de l'aménagement, de l'urbanisme, c'est quand même super important. Bon, en tous les cas, on ne va pas remonter à l'histoire des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire, mais moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais de travailler à la Datar. Donc, non mais, en plus, je crois que je l'ai déjà dit. Ce que je veux dire, c'est que chacun a quelque chose à apporter, de l'eau au moulin sur l'aménagement du territoire. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et il y a des endroits très ruraux où il n'y a pas beaucoup de bureaux d'études. Bah ouais, moi je faisais des kilomètres pendant la nuit pour aller dans l'Aveyron et je revenais. J'avais 2 réunions sur 2 PLU, je faisais une réunion publique le soir, je refaisais 3 heures de route et j'étais trop contente quand je passais sur le pont d'Aquitaine, que je rentrais chez moi à Bordeaux, en plein cœur de la ville. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les bureaux d'études, moi, au contraire, je crois que c'est très très important. Il faut justement leur donner la possibilité de diversifier leur travail et que les collectivités ne se contentent pas des dotations de l'État et rajoutent un peu d'argent pour étoffer un peu les études et les payer et un peu mieux. Voilà. Enfin voilà. Donc sur les bureaux d'études, évidemment, je crois qu'au contraire, c'est complémentaire parce que je ne suis pas sûre que PopSud Territoire, on puisse l'appliquer partout sur le territoire. Moi, je trouverais ça génial, mais je crois que c'est bien la conjonction là qui est intéressante parce que, en plus, il y a quelque chose quand même, juste je termine là-dessus, c'est qu'il y a eu un des dossiers qui n'a peut-être pas été retenu, mais je pense qu'il y a plusieurs dossiers où justement il y a des bureaux d'études qui font partie des équipes. Donc c'est bien la preuve quand même qu'on sait aussi se diversifier et qu'on s'intéresse au territoire de manière transversale et pas que pour appliquer le code de l'urbanisme, le code de l'environnement. Voilà, je voulais défendre aussi quand même ce milieu-là. Donc vous avez compris, PopSud est devenu le bon coin des territoires. C'est pour ça que je vais laisser le mot de la fin à Hugo. Je vais passer juste un deuxième message d'optimisme. Le premier, c'était que oui, on s'occupe des petites villes, oui, c'est un objet d'étude sérieux, intelligent, avec des dispositifs innovants. Ça, c'est le premier de tout à l'heure. Le deuxième que je voulais passer, c'est que ce qu'on voit autour de PopSud Territoire, c'est la traduction d'une transformation qui a été longtemps attendue, je pense, de l'action de l'État et de sa manière d'envisager les territoires. Pour faire vite, ce dispositif-là, il traduit la fin d'un modèle stratégique où l'État pense et puis après, on espère que c'est mis en œuvre dans les territoires, quoi. Voilà. Et on l'a dit derrière le mot recherche-action, enfin, on cherche tous à peu près la même chose, mais ce qui est important de voir, parce que je voudrais donner à voir, je sais que c'est une conviction partagée avec la DGLN, enfin, je veux dire, qui traverse tous des champs d'action publique de nature différente, c'est qu'on fabrique ensemble des dispositifs où on crée les conditions concrètes pour marier la production de changement et la production de connaissances. Voilà. Et que c'est ça qui me semble vraiment, moi, de très bon augure. Puis un dernier mot, qui est un passage obligé, mais convaincu, c'est que, puisqu'il a été question de la Datar, donc on est le produit d'une longue histoire, une histoire jacobine, une histoire centralisée, une histoire de la certitude de l'État, de sa grandeur et de sa capacité à faire. Cette histoire est en partie derrière nous, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une bonne nouvelle. C'est juste acter Donc moi, je ne suis pas nostalgique de la Datar, bien au contraire, et je ne suis pas nostalgique du CGET, qui est la structure qui m'abrite aujourd'hui, puisque disons que le programme, vous le savez peut-être, vous ne le savez sans doute pas d'ailleurs, parce que vous avez de bonnes raisons de vous intéresser à d'autres sujets, mais la structure dans laquelle je travaille va bientôt disparaître, puisque le Sénat vient de voter une loi qui marque la fin donc, du commissariat général à l'égalité des territoires et la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Tout à l'heure, je parlais du mot cohésion, et je voulais juste dire d'un mot que le programme de cette nouvelle agence, en dehors de l'ingénierie administrative dont je vous conseille de ne pas vous préoccuper, parce que ce n'est pas ce qui est plus important, le programme de cette nouvelle agence, c'est précisément d'essayer d'apporter la démonstration qu'on peut travailler dans ce mode différent avec les territoires. Voilà. Et c'est ce dont il faudra faire la preuve, et je suis sûr que les enseignements, au-delà des enseignements de fond sur l'action publique dans les petites villes, les enseignements de méthode sur le dispositif PopSud Territoire, ça fait évidemment partie des choses qu'on regarde avec attention, comme les ateliers des territoires et comme des dispositifs que le commissariat général à l'égalité des territoires conduit également dans le même état d'esprit. Un grand merci à vous trois pour votre engagement dans cette belle aventure de PopSud Territoire.
Monsieur le directeur général, vous avez enfin la parole pour lever le suspense. Bonjour à tous, Paul Delduc, je suis très content d'être avec vous. Je rappelle juste que c'est un projet qu'on porte ensemble. Alors vous avez la série des logos à droite. Donc on porte ensemble avec le commissariat général à l'égalité des territoires, avec évidemment le programme Urbanisme, Construction, Architecture, qui est un programme interministériel qui associe aussi le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la Cité de l'architecture et du patrimoine qui nous reçoit aujourd'hui, et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui est l'inspection générale historique des ministères dont les noms figurent en haut. Voilà. Et donc là, on va faire très simple. Alors, je peux juste dire, avant que ça a été un espèce de déchirement malgré tout, il y a eu énormément de candidatures, 36. Il y a 6 lauréats qui vont être présentés aujourd'hui, donc vous allez avoir les noms. Et on verra d'ici 1 an et demi, 2 ans, si on ne fait pas une deuxième vague, parce qu'il y a quand même eu quelques choix déchirants. Donc voilà. Car effectivement, il y avait beaucoup de candidatures très intéressantes. Et puis, bon, voilà. Autant de candidatures dans lesquelles il y avait une osmose dès le départ entre les élus et puis les équipes de chercheurs. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas envie non plus de gaspiller en aucune façon. Mais revenons à nos cas du jour. Et on va commencer par soulager le maire de Rive-de-Gier, peut-être, comme ça, voilà, de ses tourments. Donc, on peut commencer par vous, monsieur le maire. Donc, Rive-de-Gier en prospective, une démarche contributive pour une transition réussie. Les porteurs de projet, Christelle Morel-Journel et Emmanuel Martinet. Donc, on demande aux porteurs de projet de venir. Vous avez le droit et de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et la mairie de Rive-de-Gier, monsieur le maire. Et donc, si ça ne vous ennuie pas, moi, je vous cède la place pendant 2 minutes. Non, même s'il y a du bord très légèrement, ce n'est pas très grave. Pour que vous donniez l'essence du projet. Voilà. Et vous faites attendre les 5 autres. Et on fait attendre les 5 autres. C'est vache, hein. C'est pas très gentil. Bonsoir à tous. Et d'abord, merci d'avoir donné au travers de ce programme l'opportunité de travailler un peu autrement. Puis on vient d'entendre un bel appel à changer de paradigme de l'aménagement des territoires. Je ne sais plus où il est parti. Donc Monsieur le maire a dit l'essentiel pour présenter les enjeux de sa commune. Donc vous avez entendu que tout ça est dense et extrêmement intéressant. Donc ce que l'on a proposé avec Emmanuel Martinet et une équipe donc constituée de collègues d'un même laboratoire, mais en lien avec d'autres collègues plutôt artistes qui vont aussi nous aider à accompagner cette recherche, à la retraduire, à la partager, à pouvoir y impliquer des publics variés, non décrétés en avance. L'idée, c'est bien d'accompagner donc Rive-de-Gier qui porte un projet de transition, d'essayer d'accompagner ce projet-là, de lui donner le plus de sens possible pour l'ensemble de cette communauté, donc entre Lyon et Saint-Étienne, ça a été dit aussi. Donc un diagnostic, contribuer à un diagnostic complémentaire, mais aussi augmentant, entre guillemets, les études qui ont déjà été produites sur ce territoire-là, se faire accompagner d'une production artistique pour augmenter encore ce que nous aurons pu trouver en recherche, partager au travers donc d'une exposition photographique, d'un film à articuler avec celui qui est proposé par le programme, pour aboutir donc à des scénarios prospectifs enrichis d'une certaine manière, contrastés, nous l'espérons, et aider, bousculer peut-être aussi parfois la collectivité dans ses projets. Voilà. Merci. C'est pas moi. Alors, je tiens à dire que c'est un jury qui a choisi. Hein. C'est pas un fait de prince. Voilà, c'est un jury qui a fait cette sélection en retenant les projets qui semblaient les plus immédiatement prêts et intéressants dans le domaine qui nous intéresse. Deuxième lauréat, le titre c'est « La gestion des affaires urbaines sous contrainte des fluctuations démographiques touristiques, étude de cas à Marseillan ». Et l'équipe, donc c'est Joël Hitt de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, Laburba, qui est présent et qui va nous présenter, voilà. Bravo.
Merci beaucoup. Et pareil, donc je représente l'équipe du Lab Urba. On est ravis d'avoir été retenus et de pouvoir tester les méthodes POPSU sur le territoire donc, de Marseillan. Nous allons travailler avec et sur le territoire de Marseillan. Pour vous aller assez vite sur la mise en problématique de notre recherche, Marseillan, c'est une ville dont je vais avoir du mal à vous donner la population, puisqu'elle passe de 8000 habitants en hiver à 60 000, près de 60 000 en haute saison touristique en été. Et donc, elle est soumise à des variations démographiques extrêmes qui orientent largement toute l'organisation locale, l'organisation urbaine et les politiques locales et la gestion urbaine locale. Et donc, c'est ça que nous allons étudier dans des champs assez divers. Alors, on a à la fois un ancrage un peu assez concret sur les problèmes que ça pose, qui va des questions d'aménagement du territoire, de savoir comment on peut porter des projets dans ce contexte-là, à des questions, pour vous donner un exemple peut-être emblématique, évidemment, leur station d'épuration est dimensionnée sur la fourchette haute de 60 000 habitants l'été, qui ne dure que 2 mois. Évidemment, ça pose des problèmes de gestion très concrètes. Voilà, on va regarder aussi les questions de vie locale, des questions de fonctionnement des commerces qui ont des modèles économiques bien particuliers dans ces situations, mais ça pose aussi des questions un peu plus de fond ou théoriques qui sont les équilibres politiques sur des communes comme ça et les paradoxes, les tensions que cette situation peut générer, puisqu'évidemment on est dans des situations, on produit de l'action publique et de la gestion publique pour des gens qui n'y votent pas. Et bon, ça peut parfois mettre les situations en tension. Alors c'est intéressant aussi de travailler sur Marseillan au-delà de cette étude de cas, parce que finalement on s'est rendu compte en la construisant qu'elle concerne beaucoup de territoires, et pas seulement des territoires a priori très touristiques, mais y compris des périphéries des métropoles qui sont largement constituées de résidences secondaires. Voilà, j'en dis pas plus, juste sur l'équipe, on a associé nous aussi un bureau d'études, voilà, Alphaville qui sera avec nous, et donc mes collègues du Lab Urba, on aura aussi Jules Mathieu Meunier, et on est associé aussi à l'association des plus beaux villages de France, qui sera un relais pour nous, puisqu'ils ont la majeure partie de leurs adhérents qui sont dans cette situation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le prochain projet s'intitule « Les possibilités d'une île, la pépinière U1 à Château-Thierry, où quand la culture fait ville ». Et le porteur de projet est François Mancebo de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Voilà, vous avez la porte. Et donc c'est à Château-Thierry. Évidemment. Dans l'Aisne. Voilà. Bon, alors écoutez, tout d'abord, on aurait dû avoir avec nous le nouveau maire de Château-Thierry qui s'appelle Sébastien Eugène, qui n'a pas pu venir, j'ai eu le SMS à la dernière minute, mais bon, il vous salue quand même. Alors sur le projet, on a une équipe constituée par des gens de l'Université de Reims interdisciplinaires, mais également un certain nombre d'autres structures, en particulier des personnes de l'Université Paris 1, Francis Bossir ici, de l'École de paysage de Versailles et des sociologues d'une structure qui s'appelle la VURB. Alors, pour faire très court, puisque tu as 2 minutes, on peut considérer que la ville de Château-Thierry, qui est quand même dans une situation un petit peu compliquée suite à une désindustrialisation, est coupée en deux, on va dire, entre le nord de la ville. Le nord de la ville est là où il y a le centre historique, et le sud de la ville dans lequel il y a l'ancienne gare de triage, Grande Gare. Et au milieu, il y a une île artificielle, elle a été créée, je vous passe les détails. Et sur cette île, il y a une grande friche, c'est la friche Belin, dans laquelle on fabriquait des petits biscuits. Voilà. Et cette friche, qui est devenue l'objet d'un projet U1, a été créée en pépinière pour la recherche, l'enseignement, la création, la diffusion artistique contemporaine. Et très particulier, le maire a décidé de développer une logique de développement un peu participatif. Et donc, notre idée est que, alors qu'il y a 2 projets actuellement, l'un sur le nord et l'autre sur le sud,
de revalorisation de l'espace. Et alors que cette île fait une rupture, comment peut-on relier les deux en misant sur cette dynamique qui est une dynamique plutôt participative et structurer une politique plus globale de co-construction avec les habitants, parce que la grande préoccupation qui est celle de Château-Thierry, c'est qu'on veut transformer la ville pour attirer du monde, seulement quand on attire du monde, en règle générale, soit ça foire, soit les pauvres, ils partent. Alors comment est-ce que l'on peut essayer de mettre en place une dynamique qui permette à la fois de maintenir de la justice sociale, tenant compte du vécu social des habitants, tout en devenant attractif, c'est un vrai pari. Et la manière d'entrer sur ce sujet à travers l'angle culturel paraît assez porteur. On aura d'ailleurs également des artistes qui vont intervenir sur ce programme. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. J'ai dû déborder très largement des 2 minutes, mais comme j'ai cru savoir qu'on avait du temps, tout va bien. Merci. Le prochain projet s'intitule « Peut-on parler d'un modèle vitréen ? Comprendre les ressorts et questionner la durabilité d'une success story territoriale ». Le porteur de projet est Benoît Montabonne de l'Université de Rennes 2 et il s'agit, le partenaire c'est la mairie de Vitré et la communauté de communes de Vitré Communauté. Voilà, merci beaucoup. Merci également à David Moy ici présent et aussi Clara Marchal dans la salle de la communauté de communes de Vitré et de la ville de Vitré d'avoir fait le déplacement. Le maire et président aussi, Pierre Méhaignery, s'excuse, il pouvait également ne pas être là ce soir, mais il souhaitait aussi vous saluer et vous transmettre le message qu'il est aussi très, très heureux d'avoir été sélectionné. Alors, nous, on est parti du cas de Vitré. Pourquoi ? Parce que plutôt que de partir d'une ville en déclin, d'un centre-ville où le commerce ferme, d'une désindustrialisation dramatique, comme c'est parfois un petit peu le cas quand on parle des petites villes, on s'est dit, non, on a à côté de Rennes, de notre laboratoire, la ville de Vitré, qui a un taux de chômage finalement un des plus faibles de France, autour de 5%. Un taux d'emploi industriel très élevé également, et qu'on a en fait là la mise en scène, la mise en récit d'un succès industriel. Donc notre objectif, c'est de comprendre ce succès industriel, ce succès territorial, on peut dire, d'où ça vient. Donc en gros, de révéler un peu la généalogie de ce projet territorial. Il faut savoir qu'on a trouvé des archives en 1976, on a retrouvé des tracts syndicaux qui donnaient la ville de Vitré perdue pour l'avenir, évidemment. 77 changement de maire, et puis 2017, on va dire 40 ans après, 5% de chômage. Donc il s'est quand même passé quelque chose. Le maire n'a pas changé, par contre, c'est toujours le même. C'est peut-être un des éléments de compréhension aussi du modèle territorial. Et évidemment, à travers cette trajectoire, on va interroger aussi la gouvernance, évidemment, de ce territoire. Et puis on interrogera également le rapport à la métropolisation. Rennes n'est pas loin. L'Ille-et-Vilaine est un des départements qui connaît une croissance démographique très importante, évidemment. Le rapport à la métropole aujourd'hui, y compris à Vitré ou Vitré Communauté, pose question, c'est une réalité. Mais nous, on interrogera parce qu'on voit bien qu'à travers les positionnements des acteurs économiques, à travers les positionnements aussi des ménages dans les trajectoires résidentielles, on se situe à cheval entre le pays de Vitré, aussi Rennes Métropole, bien évidemment, mais aussi on voit aussi aujourd'hui vers Laval, notamment sur les liens avec le salon du numérique de Laval. Et donc on voit ce territoire un peu qui se cherche, en même temps qu'il a trouvé une trajectoire de développement, mais qui pour l'avenir se pose des questions. Bon, c'est un peu tout ça qu'on va essayer d'interroger dans une vision, on va dire, compréhensive, un peu globale du modèle territorial. Et ce qu'on veut aussi mettre en avant, et je m'arrêterai là-dessus, c'est dans notre méthodologie, on va associer de nombreux travaux d'étudiants. Donc on va travailler avec des ateliers d'étudiants en Master 1, Master 2 dans nos formations professionnelles, pour les mettre aussi la main à la pâte et pour former peut-être les futurs praticiens des bureaux d'études, évidemment, mais aussi pour montrer que quand on ne veut pas ou quand on ne peut pas faire appel à des bureaux d'études, on peut aussi faire appel à des travaux d'étudiants. Les universitaires sont aussi là pour ça. Je vous remercie. Un petit mot effectivement au nom de la ville de Vitré. Nous, on est ravis de cette collaboration.
qui s'engage donc avec l'université. J'ai envie de dire que c'est une nouvelle collaboration, puisque effectivement la ville a su peut-être déjà tisser des liens avec l'université, en profitant précisément d'ateliers avec l'université, avec les étudiants du master d'urbanisme. C'est intéressant parce que les étudiants peuvent aussi nous apporter quelque chose qu'un bureau d'études ne nous apporte pas forcément. Tout le travail de défrichage. Tout à l'heure, vous parliez madame, je crois, un bureau d'études répond à l'expression d'un besoin, d'une commande. Mais parfois, la commande, il est difficile de la préciser. Et là, difficile de recourir à un bureau d'études quand précisément la commande, elle n'est pas bien cernée. Ce travail collaboratif qu'on a déjà engagé avec l'université, qui va se poursuivre, et notamment avec cette collaboration, permet de faire ce défrichage. Des petites collectivités comme la nôtre, on n'a pas effectivement toute la matière, on va dire, professionnelle, intellectuelle, dont peut bénéficier une métropole, une grosse agglo comme Rennes. Nous, notre matière intellectuelle, c'est ce qu'on souhaite désormais pouvoir formaliser dans le temps, c'est ce travail proche, cette collaboration avec l'université qui nous permettra justement de défricher un petit peu tout le champ des possibles de notre ville. Donc voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir retenu ce projet-là, et j'espère une longue coopération avec l'université de Rennes 2 sur tous les champs dont on a parlé. Voilà, merci à tous. Le projet suivant s'intitule « Trouver sa place dans un territoire en transition, l'Île-sur-la-Sorgue, une petite ville entre patrimonialisation et métropolisation ». La porteuse de projet est Magali Nonjon de l'IEP d'Aix-en-Provence. Et évidemment, la collectivité, c'est la mairie de l'Île-sur-la-Sorgue. Je vous en prie. Bonsoir, alors je ne suis pas Magali Nonjon, je suis Christelle Lagier, enseignante-chercheur en sciences politiques et sociologie politique de l'Université d'Avignon. En fait, la particularité du projet, c'est qu'il est effectivement porté par 2 laboratoires de recherche, le LBNC de l'Université d'Avignon et le Sherpa de l'IEP d'Aix-en-Provence. Donc Camille Floderer, qui m'accompagne ici, représente aussi le Sherpa. Donc voilà, on a choisi cette collaboration aussi entre ces 2 laboratoires parce qu'elle s'inscrit dans de nombreuses années de collaboration, puisque c'est plusieurs recherches qui ont été menées ensemble. Et c'est vrai qu'on a choisi la collectivité de l'Île-sur-Sorgue aussi parce qu'on a repéré une politique publique de mise d'attractivité, on va dire, mise en place d'une attractivité de ce territoire. Alors l'Île-sur-Sorgue, c'est une petite commune de 20 000 habitants dans le Vaucluse, que vous connaissez peut-être pour sa foire internationale à la brocante, et qui effectivement s'est engagée dans une démarche Île-sur-Sorgue Village Monde depuis maintenant 2-3 ans, qui vise justement à favoriser l'attraction de nouveaux venus et aussi un dynamisme du territoire. Donc l'idée, c'était effectivement d'interroger un peu cette démarche et d'aller questionner les points aveugles de la démarche. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on a vu que les conditions du dialogue doivent être effectivement pensées entre les élus, évidemment, les élus et les chercheurs. Et je pense qu'effectivement, il y a les enjeux aussi de ces projets, c'est effectivement de pouvoir faire communiquer la recherche universitaire avec les élus qui vont devoir accepter aussi peut-être des résultats peut-être un peu critiques auxquels il va falloir aussi apporter des réponses. Donc c'est aussi ça qui est au cœur de cette démarche-là. Donc on a mis en place là l'idée d'aller questionner ce que cette démarche attractivité n'avait pas permis de développer, notamment la question des nouveaux entrants. Est-ce qu'ils s'installent sur le territoire est attractif, mais est-ce qu'il retient effectivement les nouveaux arrivants? Et puis la question aussi des populations qui n'ont pas été associées à cette démarche-là, qui sont plus en marge en fait du territoire urbain, qui fait l'objet effectivement de l'attention aussi des élus. Donc particularité aussi de ce projet, c'est qu'on associe également les étudiants d'un parcours métier du journalisme, qui vont aussi participer aux ateliers citoyens qui vont être mis en place, aux entretiens qualitatifs qui vont être menés et qui vont aussi être producteurs d'outils un peu interactifs pour essayer de traduire aussi les résultats de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Et le 6e projet est le tiers foncier, une ressource pour les petites villes. Porteurs de projet Marion Serre et Gabriel Salvia de l'ENSA de Marseille. Voilà. Gabriele, pardon. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, de nous avoir choisis. On est vraiment très heureux. Donc, nous, on vient de l'école d'architecture de Marseille et du laboratoire Project. On a décidé de travailler sur la ville de Briançon. Donc, c'est une petite ville de montagne d'environ 12 000 habitants.
C'est une ville qui fait face à plusieurs transitions. Déjà, le départ de l'armée qui a induit qui a généré une importante déprise foncière dans le temps. La reconfiguration aussi des centralités de la ville, qui fait qu'il y a un centre historique dont les bâtiments sont dégradés et abandonnés. Et enfin, c'est une ville touristique, transfrontalière, qui vit en fonction des saisons. Donc, c'est-à-dire qu'elle se remplit l'hiver et l'été, et elle se vide l'automne et le printemps. Donc, dans ce contexte, l'objectif de notre recherche, c'est de faire un état des lieux du foncier bâti vacant et d'explorer les pistes de recherche, les pistes de mise en projet possibles, en portant une attention particulière à la transition écologique et à la transition démographique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut imaginer des modes d'habiter qui permettent aux nouveaux arrivants, aux résidents secondaires, aux touristes et aux saisonniers de cohabiter. Pour faire ça, on a décidé d'ouvrir 2 chantiers de recherche en parallèle. Donc le premier, c'est d'identifier des typologies d'espaces bâtis vacants et d'analyser les formes, les usages et les statuts de propriété. Donc ça, on va le faire à partir d'un modèle que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, qui est le tiers foncier. Et ensuite, grâce à cette analyse-là, cette étape de diagnostic, on va rentrer dans une étape plus prospective avec les acteurs. Donc on va essayer de créer des espaces de négociation diverses, de manière à discuter des possibilités de mise en projet de ces espaces et de rassembler l'ensemble des acteurs autour de ces objets communs. Donc, sachant que cette ville, elle est en pleine refonte de son plan local d'urbanisme, nous, notre objectif, c'est vraiment de révéler des potentialités et de faire que celles-ci, elles puissent être intégrées dans les dynamiques en place, dans les stratégies urbaines et dans les projets locaux. Voilà. Merci. Voilà, vous connaissez les lauréats, donc maintenant c'est parti. Histoire de mettre un tout petit peu de bazar, on va essayer de faire une photo avec l'ensemble des lauréats. Si vous voulez bien vous regrouper là, ça c'est bien parce que ça désorganise définitivement l'ensemble. Merci beaucoup au jury, aux membres du jury, à son président Jean-Marc Hoffner qui a bien voulu animer la table ronde et à tous ceux qui ont bien voulu participer à ce jury. Et merci aux équipes du PUCA et de POPSU et notamment sa secrétaire permanente Hélène Pesquine et le pilote de POPSU Jean-Baptiste Marie. Voilà. Merci à tous. Merci, le directeur général.